Hello, moi c'est Jason et accompagné d'Audrey, nous découvrons pour vous des parcours passionnants d'intrapreneurs et d'entrepreneurs au sein de cabinets d'expertise comptable. Bonne écoute sur Génération Comptable. Et moi, c'est Julie, je suis étudiante en comptabilité et office manager de la Maconta. Et aujourd'hui, je participe à l'échange. Bonjour Julie. Bonjour Audrey. Bonjour Judy. Merci en tout cas de prendre le temps d'échanger avec nous sur Génération Comptable. On est vraiment ravis de t'avoir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Écoute, merci beaucoup à vous pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir de partager mon parcours. Moi, j'ai plus l'habitude d'être derrière le micro, donc j'espère que ça va le faire. Donc, je m'appelle Julie Lagneau, j'ai 24 ans. Je suis expert comptable mémorialiste deuxième année aujourd'hui. J'ai créé un blog pour les étudiants en compta, pour les étudiants plus particulièrement de DCG, DSCG, il y a 2 ans à peu près pour les aider à réussir leur diplôme. Il y a pratiquement 1 an maintenant, 9 mois, j'ai lancé aussi un podcast qui s'appelle Voix de comptable où j'interviewe des professionnels du chiffre ou en tout cas qui ont fait des études dans la profession du chiffre pour qu'ils nous racontent un peu leur parcours et pour montrer aux personnes toutes les voies qu'il est possible de prendre après des études de compta. Et j'ai failli l'oublier, mais j'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable qui est sorti hier à l'heure où on tourne, donc le 28 février. Donc qui a 3 parties. Il y a une première partie sur l'état d'esprit, une deuxième partie sur les révisions, donc concrètement comment on fait pour réussir ses diplômes, et une troisième partie sur la vie professionnelle. Donc c'est marrant parce que c'est un bouquin qui est plutôt à destination des étudiants DCG, DSCG, mais j'ai aussi des fois des personnes qui sont experts comptables, stagiaires, mémorialistes ou même des experts comptables qui l'ont acheté aussi, je pense par curiosité. Mais comme finalement il y a qu'une partie qui est dédiée vraiment au diplôme, le reste je pense que ça peut servir un peu à tout le monde. Donc voilà, ravie d'être là. Moi, en tout cas, je suis hyper contente de pouvoir échanger avec toi parce que je te suis sur les réseaux. C'est comme ça que j'ai appris à te découvrir, mais échanger de vive voix, c'est super et j'ai hâte d'entendre tout ce que tu vas nous raconter. Avec plaisir, écoute. Je pense que ça va être un épisode passionnant. Écoute, Julie, est-ce qu'on peut commencer par ton parcours d'études et que tu nous racontes un peu même ce que tu avais envie de faire quand tu étais petite? Ce serait intéressant. Ouais, alors il faut savoir que pendant très longtemps, alors je pense à peu près 10 ans, je voulais être vétérinaire. Alors je vous explique un peu le pourquoi du comment. Ça tombe pas comme ça. C'est pas un cheveu sur la soupe. Il y a une vraie histoire derrière. Alors, en fait, quand j'étais petite, alors moi je m'en rappelle pas, mais bien sûr on m'a raconté. A priori, je savais à peine marcher, donc je suppose que j'avais à peu près 1 an. Et en fait, j'étais déjà passionnée par les animaux, donc on devait avoir un ou plusieurs chats. Et en fait, j'allais dans le placard, je sortais le paquet de croquettes et je donnais à manger au chat. Alors faut imaginer genre le paquet de croquettes et genre moi à côté qui fait genre la taille du paquet et qui est en train de tirer le paquet de croquettes du placard pour aller donner à manger au chat. Donc c'était une grande histoire d'amour avec les animaux et j'ai d'ailleurs fait de l'équitation pendant je dirais bien une dizaine d'années. Donc on parlait même tu vois d'aller est-ce qu'on fait les championnats de France ou pas. Donc j'aurais pu devenir cavalière professionnelle et le destin en a décidé autrement. Mais ouais, c'était une grande passion pour les animaux et donc un peu logiquement, quand on aime bien les animaux, on veut faire vétérinaire. Alors j'avais plus le côté où on prend soin des animaux que le côté médical. Et en fait, j'avais eu l'occasion d'aller chez un vétérinaire justement où j'avais vu plus le côté aussi opération, etc. Et déjà, je m'étais dit, comme je dis, j'imaginais plus le fait de prendre soin des animaux plutôt que le côté médical, des fois, il faut les euthanasier, etc. Et au final, je me suis dit, mais moi, je peux pas faire ça. En fait, je les aime tellement que je peux pas faire ça. Et notamment, par exemple, des fois, je me dis, ouais, je pourrais être maison d'accueil un peu pour les animaux, de la spa et tout. Mais en fait, je pourrais pas parce que je m'attacherais trop et je pourrais pas les laisser partir après. Donc, ce qui ferait que j'aurais, je sais pas combien d'animaux chez moi. Donc, c'est pas possible. Donc voilà, pendant longtemps, j'ai voulu être vétérinaire. Et en plus, j'avais les résultats qui allaient bien. Enfin, là, je parle, j'étais au collège, on va dire. Et pendant à peu près 1 an, je pense, à mes 12-13 ans, je voulais être ingénieure en informatique parce que j'étais une geek, comme on dit. Enfin, je passais vraiment mon temps sur l'ordinateur. Dès que je rentrais, je passais mes journées, mes soirées, tout le temps. J'étais tout le temps sur l'ordinateur. Donc, je cherchais un métier en rapport avec les ordinateurs. Et j'aimais aussi beaucoup les maths, ce qui fait que j'ai cherché des métiers en rapport avec les maths sur l'ONICEP, tout bêtement. Et je voulais pas être prof de maths, je voulais pas être mathématicienne. J'avais l'impression que c'était les 2 seuls métiers
quand on aimait les maths et je suis tombée sur le métier d'expert comptable. Alors je saurais pas comment expliquer aujourd'hui, mais je me suis reconnue dans la description qui était faite du métier. Alors ce qui peut paraître très bizarre aujourd'hui avec le recul, parce que au final le monde de l'entreprise, etc. Quand t'es en troisième, enfin limite t'as jamais fait de stage. Enfin être expert comptable, c'est quand même accompagner des entreprises, donc déjà tu t'as même pas conscience limite ce que c'est vraiment une entreprise. Donc mais en tout cas je me suis reconnue. Il n'empêche que je me suis jamais fermée de porte. Je me suis pas dit, bon, c'est bon, je vais être expert comptable, c'est sûr. Je me suis dit, bon, a priori, c'est le métier qui me correspond. Du coup, on part là-dessus, mais je me suis pas empêchée de changer de voie plus tard. Donc, ce qui fait que j'ai fait un bac S. J'avais hésité un peu avec le bac STMG, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, dans l'école où j'étais, c'était un peu plus les personnes qui avaient des moins bonnes notes ou qui faisaient ce choix par défaut, ce qui n'est pas... Enfin... Avec le recul, alors c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Je pense que je referais quand même un bac S, mais ouais, j'avais les capacités de le faire. Donc en général, quand on a des bonnes notes, on va en S. Et j'avais pris spé maths parce qu'en fait, c'était pas. Alors c'est bizarre, mais ouais, c'était pas forcément un kiff les sciences. Moi, c'était plus le côté maths. Donc voilà, j'avais pris spé maths. C'est marrant que tu dis ça parce que du coup, pour avoir fait le même bac que toi, moi j'avais pris spé et SVT. Et dans ma classe, tout le monde voulait faire spé SVT ou spé physique. Personne ne voulait aller en maths parce que les maths, c'était les matrices, les maths, c'était des calculs, ça avait l'air hardcore et enfin, c'est curieux que tu dis ça et que toi, c'était plus. Mais je crois que, enfin, pour avoir un peu suivi ton parcours, je crois que t'aimes un peu le goût du challenge aussi, donc ça faisait un peu partie de ça. Ouais, c'est ça. En fait, alors déjà, il y a plusieurs choses. On va en apprendre sur moi, mes défauts. Je suis vachement tête en l'air et je suis pas du tout manuelle non plus. Enfin, genre, faut se dire que bon, alors le dessinage en un an, tu vois, easy. Par contre, des fois, ouvrir une fenêtre, genre, je vais pas réussir comment faire. Je vais bugger, tu vois. Genre vraiment, je suis nulle dans tout ce qui est manuel, donc je peux pas faire de bricolage, je peux pas. Donc en fait, c'était plus les travaux pratiques. En fait, enfin, je pense que j'étais pas très bonne là-dedans, alors que d'habitude, en général, les élèves, ils sont plutôt bon dans les travaux pratiques parce que justement c'est pas le DS, tu vois, souvent ta note en travaux pratiques elle est plus élevée que en DS où faut recracher son cours et tout. Alors je me rappelle plus mes notes, mais moi du coup je pense que j'étais pas forcément ultra bonne en travaux pratiques et je suis ultra tête en l'air aussi, donc ce qui fait qu'à mon avis dans un protocole avec une expérience, je pourrais être à l'étape 6 et mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bah Julie, t'as fait l'étape 3? Ah non, j'ai pas vu. Bah, voilà. Donc ça aurait été compliqué. Après j'ai fait spé maths, mais j'ai pas forcément adoré. Enfin, j'avais pas d'idée préconçue dessus. Moi, je savais juste que j'aimais les maths et que j'étais pas trop fan des TP, donc j'étais allée là-dedans. Mais au final, tout ce qui est les matrices, les modulos, etc., bah, c'était pas du tout concret. Du coup, j'aimais pas forcément trop et ça m'a confortée dans l'idée de pas continuer dans les sciences, même si d'ailleurs, ouais, ça c'est, on me disait, oh, il faut que tu fasses une prépa et tout, scientifique, mais en fait, j'aime pas les sciences et je veux être expert comptable, donc c'est pas parce que j'ai des bonnes notes en S que je dois forcément aller en prépa. Enfin, en plus, je savais que ça serait pas adapté à moi. Enfin, en fait, j'avais des bonnes notes, mais genre, je travaillais. Enfin, avec le recul, pareil, je me dis, mais enfin, en fait, il y avait des gens qui travaillaient, enfin, on va dire normalement, c'est-à-dire qui révisaient, je sais pas, le week-end ou le soir en semaine et tout, qui préparaient, la semaine prochaine, il y a un contrôle et tout. Moi, limite, c'est il y avait un contrôle. Genre, à la récré d'avant, tu vois, je relisais mon truc et enfin, j'étais pas du tout impliquée dans mes études, en fait, et ça me plaisait pas spécialement. Et je me disais que les métiers de la gestion, de la compta, ce serait plus concret. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que j'en avais jamais fait à cette époque, donc effectivement c'est plus concret, mais pareil je me dis mais pourquoi je me disais ça alors que en soi j'en avais jamais fait, donc je savais pas. Mais ouais, calculer des trajectoires, etc., des réactions de chimie et tout, c'était pas mon kiff, alors que par contre c'était une petite histoire, genre Jean-Michel il a acheté 3 pommes au supermarché, il y a une réduction de 20%, enfin en fait c'est beaucoup plus concret, et donc ça m'a conforté dans le fait d'aller dans le cursus de l'expertise comptable et pareil en fait je me dis avec le recul, mais en fait je sais pas comment dire, mais j'ai un niveau de je fais les choses comme ça et je me pose pas trop de questions, parce qu'en fait quand tu veux faire expert comptable, en fait alors je sais pas si vous avez déjà vu ce schéma avec plein de colonnes, avec genre toutes les genre tu peux faire un BTS puis après tu peux avoir une passerelle, voilà, ouais, et du coup il y a un gros schéma qui existe avec toutes les passerelles et tout pour être expert comptable, et genre moi je me suis pas demandé
genre s'il y avait un diplôme qui était plus compliqué qu'un autre ou pas. J'ai juste vu, ok, DCG, DSCG, DEX, c'est genre, on va droit au but, il n'y a pas de passerelle, de trucs compliqués, de machin, Ouais. on va là. Mais en fait, je m'étais jamais posé la question. Enfin, en fait, je suis arrivée en DCG, genre, je savais même pas que c'était censé être, entre guillemets, difficile, plus que le BTS. Tu sais, moi, je me suis dit, bon, bah, je veux ça, c'est 1, 2, Ouais, 3, vas-y, c'est simple. En fait, quand t'as commencé tes études, tu t'es fixé ton objectif, c'était devenir expert comptable. Et après, t'as pris un chemin et t'as filé. Et d'ailleurs, ce qu'on dit pas trop dans les études de gestion, parce que c'est vrai qu'on en fait pas beaucoup, à part si tu fais un cursus STMG, là, tu vas en avoir. Mais c'est vrai que c'est un cursus qui ouvre des portes sur plein de choses et ça ne t'emmène pas forcément que vers de l'expertise comptable. Ça peut t'amener à faire de la gestion, de la finance, de l'administratif. Du coup, c'est bien que t'en parles. Et donc, oui, toi, t'avais trouvé ton objectif, c'était de devenir expert comptable à ce moment-là. Même avec le recul, alors je me rappelle plus trop si est-ce que mon objectif de devenir expert comptable, c'était pas déjà transformé en objectif d'avoir le DEC, ce qui est un peu différent. Alors je l'avais pas forcément compris à l'époque, mais c'est quand même un peu différent pour ceux qui nous écoutent, peut-être pour expliquer un peu. On peut avoir le DEC, donc être diplômé d'expertise comptable, mais ne pas être expert comptable parce qu'en fait, on le sait peut-être pas quand on le voit passer sur les réseaux, mais c'est deux choses différentes. Donc quelqu'un qui est diplômé d'expertise comptable ou expert comptable diplômé n'est pas inscrit à l'ordre et donc potentiellement n'a pas de cabinet d'expertise comptable ou autre, alors qu'un expert comptable, il a le DEC, mais en plus, il est inscrit à l'ordre et normalement, il fait de sa profession habituelle le fait de faire de la compta, l'émission de l'expert comptable. Donc voilà, et par contre, je me rappelle, donc quand je suis arrivée en DCG, premier contrôle de compta, je me prends une claque parce que j'ai 9. Et en fait, pour certains, ça peut paraître, bon, ça va, tu vois, 9, en plus quand tu débutes. Mais moi qui étais habituée à avoir des 15 sans réviser, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, et je me rappelle qu'on avait eu un contrôle de rattrapage la semaine d'après parce que, en fait, vu qu'on commençait tous un peu en compta, on n'avait pas eu des super notes. Du coup, la prof était déçue. Et tout le week-end, j'avais fait que réviser et tout. Et j'avais fini par comprendre parce qu'en fait, j'avais pas compris débit crédit. Et donc, je sais pas comment je répondais, mais je devais répondre un peu à côté. Et pendant ce week-end-là, en fait, j'ai compris. Et en fait, on nous avait expliqué avec la méthode emploi-ressources. Et ça, ce truc-là, mais j'avais rien compris. Je me disais, mais c'est pas du tout logique. Je comprends rien. Ça monte, ça descend. Pourquoi là, c'est à droite? Pourquoi là, c'est à gauche? Et en fait, alors, je sais plus si j'étais tombée sur des vidéos ou pas, ou si j'ai juste eu un éclair à ce moment-là, ce week-end-là, mais je me rappelle m'être dit genre, ah mais en fait, les comptes 6, c'est au débit, les comptes 7, c'est au crédit. Enfin, mais en fait, fallait juste me dire ça, en fait. Fallait pas me expliquer le emploi, ressources, à quoi ça sert, pour qui, machin. Bah, dis-moi juste binaire, genre 6, c'est débit, 7, c'est crédit. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, le deuxième contrôle, je crois que j'avais eu 15. Mais ouais, je me rappelle que les premiers cours de compta, c'était compliqué parce qu'en fait, on avait une prof. Alors, c'était sa première année d'enseignement et elle avait travaillé en cabinet. Donc forcément, elle connaissait tout le jargon, etc. Mais quand tu débutes et qu'on te dit débit, crédit, je sais pas, balance, grand livre, truc, dans la même phrase, je me rappelle qu'elle posait des questions, tu vois, genre, je sais pas, si on a une facture d'achat et qu'on débite le compte 6, alors quel est l'impact sur la balance? Et là, t'es là, genre, je n'ai rien compris, je ne sais même pas ces mots, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, toi, t'as pas eu le temps encore d'assimiler toutes les notions. Du coup, ouais, c'était compliqué au début. Ah bah, on se souvient tous de nos premiers cours de compta, hein, ça c'est sûr. Ultra intéressant, merci beaucoup Julie. Donc un parcours déjà où voilà, tu as quand même réussi à reprendre la main sur cette partie-là des CG que tu as eu haut la main et après le DSCG en un an. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, c'est ça. Alors, si on revient un peu sur le DCG, pour moi, l'année la plus difficile et je pense même plus difficile pour moi que le DSCG en un an, c'était la deuxième année, parce que la première année, donc je bossais un peu en soi, mais je me foulais pas trop. Alors je me rappelle que j'utilisais déjà les annales pour la première année, mais disons que j'avais pas trop bossé non plus, quoi. Et par contre, la deuxième année, pareil. Alors là, j'ai pas attendu de me prendre un carton, mais on a les cours de droit des sociétés, droit fiscal, finance, compta pro, et en fait, j'ai tilté direct que si je bossais pas vraiment sérieusement, j'allais me reprendre, enfin, ce que j'appelle un carton qui est un 9, c'est pas vraiment un carton, mais en tout cas, moi, dans mon échelle de valeur, quand t'es habitué à avoir des très bonnes notes, ça l'était.
Du coup, j'ai direct compris que là, fallait y aller, quoi. Et donc, j'ai révisé sérieusement. Je révisais, ouais, souvent le soir, même les week-ends pour les DS, etc. Ce que je faisais pas forcément en première année. Notamment, j'ai des souvenirs de la matière en finance où on avait des demi-journées de finance et quand on devait faire des tableaux de SIG. Enfin, en fait, c'est bête, mais d'avoir la logique, je me rappelle, on avait plein de tableaux et on devait remplir le tableau des SIG. Et du coup, ah non, bah ça c'est là, cette info elle est là. Ah non, elle était sur des documents. Ah, je crois que c'est là. Ah, machin. Genre, c'était quand même vachement. Enfin, c'était super bien parce que c'était de la gymnastique intellectuelle. Mais je me souviens de sortir de. Genre, je crois que c'était le jeudi après-midi où on avait finance, de sortir de là avec un mal de crâne parce que t'as 50 000 documents, tu sais que tu dois chercher l'info, tu sais plus où c'est, ou dans quel tableau, dans quel truc. Donc voilà. Après, le DCG3. Bon, j'avais suffisamment de points d'avance pour avoir 6 dans toutes les matières, donc c'était un peu plus chill, je pense, comme beaucoup de personnes. Et oui, après le DSCG en un an, alors comment c'est venu? Je sais plus exactement, je pense qu'à cette époque-là, je traînais déjà sur le groupe Facebook DCG, DSCG Deck de Compta Online, pour ceux qui connaissent. Et j'avais dû voir des personnes, alors pas forcément qui avaient passé le DSCG en un an, j'ai pas ces souvenirs-là, mais qui disaient qu'il y avait des matières qui étaient pas trop compliqué, on va dire, donc plutôt management, contrôle de gestion, management système d'info. Et alors, je sais plus comment c'est venu. Ah si, je me rappelle, j'avais pendant mon job d'été, donc avant de passer en DSCG, j'étais en job d'été en compta général dans une PME dans le secteur du transport et je m'étais dit je vais passer tous les écrits et comme ça il me restera juste le mémoire pour la deuxième année et du coup c'est bien. Et à un moment je me suis dit bah en fait quitte à en passer 7 autant en passer 8, on sait jamais si ça marche. Enfin, j'étais pas forcément dans l'optique de me dire je vais absolument savoir, mais plus de me dire bah au pire si je le passe, j'aurai une ou deux matières et ce sera une deuxième année qui sera plutôt tranquille. Et justement, je pense en étant sur ce forum et justement j'étais déjà active à répondre aux questions, etc. C'était beaucoup les mêmes questions qui revenaient. Et bah en fait je me suis dit bah vas-y, on tente, on y va. Et moi, donc j'étais en alternance et en première année, en cours, j'avais les cours de comptabilité, droit et finance, donc qui pour moi sont les trois plus difficiles. Donc en fait, il fallait que je bosse en candidat libre les autres matières, donc management, contrôle de gestion, sachant que en gros, trois quarts du programme c'est le DCG et que j'avais eu 19 en contrôle de gestion. Et en mana, je sais plus combien j'avais eu. J'avais peut-être eu 11 ou 12, pas énorme, mais bon, ça allait. Management système d'information, a priori, j'avais vu sur le groupe que c'était clairement abordable. Anglais, moi j'étais pas bilingue, mais j'avais en gros toute ma scolarité, je tournais à peu près à 15 et j'avais eu 15 au DCG, donc je me suis dit bah après c'est de l'oral, t'apprends du vocabulaire et enfin, entre guillemets tout ce qui est construction de phrases, les temps, etc. c'était ok, donc en fait si j'apprends du vocabulaire et du cours, normalement c'est bon. Espagnol pareil, en soi, même si ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, je me suis dit bah j'apprends du vocabulaire et de toute façon c'est en plus. Et après restait le mémoire. Et sauf que le mémoire, en décembre, j'étais toujours en décembre donc 2019, j'étais toujours à me dire bon bah je passe tous les écrits etc. Et parce que en fait il faut avoir un sujet de mémoire, donc si j'avais pas de sujet de mémoire je pouvais pas passer le DSCG et j'ai trouvé entre guillemets mon sujet de mémoire. Je sais pas pourquoi ça m'a attiré le marketing à l'époque, mais et d'ailleurs c'était plus ou moins un sujet au cabinet, mais pas vraiment en fait. Donc, mais je me suis dit que j'allais faire ouais sur la redéfinition de l'offre du cabinet. Suite enfin le fait qu'on ait des nouveaux outils, etc. Bah potentiellement on peut diminuer les prix, mais à combien on met les prix parce que faut que ça soit enfin, entre guillemets, il faut un peu s'aligner sur le low cost, mais sans être vraiment du low cost parce que c'est quand même pas le même niveau de prestat, donc comment on fait, etc. Je pense que j'avais dû entendre une conversation de collègues qui en parlaient parce que je suis de nature assez curieuse, donc peu importe le sujet, en fait, pas forcément toujours lié à l'expertise comptable, mais à plein de trucs, en fait, je m'intéresse. Et donc, je pense que j'avais dû entendre une conversation et trouver ça intéressant. Sujet qui était peut-être plutôt moyen terme pour le cabinet. Moi, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air trop bien et tout, vas-y, je vais faire un truc là-dessus. Donc, j'avais été chercher les honoraires par dossier, etc., pour faire des moyennes, pour dire, bah, ok, genre les SCI, à peu près, la moyenne des honoraires, c'est ça. Si on enlève genre les valeurs extrêmes, on est à peu près à ça. Donc, on pourrait se dire
que si on pourrait normaliser en fait le truc de se dire par exemple toutes les SCI elles sont à tel budget, etc. Donc il y avait un peu des maths, des stats, tu vois, mais aussi du marketing. Et c'était l'année Covid aussi. Donc faut bien avoir ça en tête, c'est que alors c'était bien et pas bien en même temps, mais du coup j'étais confinée comme tout le monde, donc je sortais pas, donc en fait ça tombait bien puisque j'avais un DSCG à réviser, et aussi les cours en distanciel. Bon, ça faut pas trop le dire, mais des fois quand c'était des cours genre d'anglais ou quoi, bah moi je faisais des fiches de droit. Surtout je pense que j'étais traumatisée par le livre de droit qui fait j'allais dire 500 pages, mais je sais pas si c'est pas 700 si on compte les exos et tout, et voilà, donc je faisais mes petites fiches de droit, etc. Je passe les épreuves. Alors c'est une semaine un peu éprouvante parce que pour ceux qui passent le DSCG, vous avez peut-être une ou deux matières. Peut-être il y a peut-être un jour où vous avez deux matières le même jour, mais du coup moi c'était 3 jours où j'avais le matin et l'après-midi. Je pense que le premier truc que je faisais quand je rentrais chez moi, c'est genre je dormais parce que genre c'est ultra fatigant. Et ce qui m'a beaucoup énervée, et j'ai retrouvé les messages, c'est le dernier jour. Alors le premier jour, je sais plus, je crois que c'était finance le matin et comptabilité l'après-midi, donc ok, ça a été. Le deuxième jour, c'était droit le matin, et sachant que j'avais fait plein d'impasses sur le droit parce que le truc il était trop énorme le bouquin, donc honnêtement je pouvais pas. Alors c'est conseille pas forcément de faire des impasses, mais moi dans mon cas je pouvais pas trop faire autrement parce que j'avais tellement de matières et tellement de chapitres etc. que je pouvais pas faire autrement. Et j'avais fait l'impasse sur tout ce qui était transmission d'entreprise parce que ça tombait pas souvent, et en plus clairement ça m'intéressait pas, donc je me suis dit bon, ça tombe pas souvent, ça m'intéresse pas, je vais pas en fait me faire violence et passer beaucoup de temps à réviser un truc qui dans tous les cas tombera peut-être pas, et en fait vu que j'aime pas ça, dans tous les cas même si je vais le réviser je vais même pas le retenir parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Et j'ouvre le truc, premier dossier, transmission d'entreprise sur 5 points, et là c'est là que tu vois un peu l'importance de l'état d'esprit. C'est quand en fait bon je me suis pas dit genre ah non bon bah c'est mort, voilà je vais pas l'avoir et tout. Enfin en fait je me rappelle avoir souri et m'être dit genre en mode tu t'es bien fait avoir, tu vois, mais en même temps quand tu joues à ce jeu-là et que tu prends des risques, c'est normal faut assumer après derrière que bah j'avais pas révisé ce chapitre-là, et au final bah je réponds quand même des trucs histoire de dire de pas laisser blanc quoi. Et finalement j'ai eu 11. Ouais, j'ai dû avoir 11, alors qu'il y avait tout un dossier sur 5 points que je ne maîtrisais pas du tout. J'avais même pas lu le chapitre, quoi. C'était vraiment impasse. Et d'ailleurs, je me rappelle que ce jour-là, je passais le droit en même temps qu'un collègue qui était, lui, expert comptable stagiaire et qui avait, je crois qu'il était passé par une école de commerce, du coup, il avait pas ses équivalences. Et on passait le droit le même jour. Et je me rappelle être juste avant, genre, je sais pas, un quart d'heure avant de rentrer dans la salle, et on discutait tous les deux en bas, et je dis, bah, de toute façon, si je sais pas répondre, je pense que je vais sortir au bout de 2 heures, et voilà, pour pouvoir aller réviser les autres matières ou quoi. Et finalement, donc, je gratte sur ma copie de droit, et je me lève quand même parmi les premières, parce que pareil, ça, ce que les gens, le backstage, les gens voient pas, c'est que systématiquement, bon, j'abuse un peu, mais en gros, dans toutes les épreuves, je sortais à chaque fois en avance. C'est genre, je reste jamais jusqu'à la fin, je finis ma copie, je relis même pas parce que bon, c'est pas bien, mais moi je suis en mode une fois que c'est fait, et en fait le problème c'est que je suis capable de me relire et de mettre 2 fois 4, 10, ok c'est bon, en fait ça va plus m'embrouiller qu'autre chose, et du coup je sors très vite des épreuves, et donc je suis sortie je sais plus au bout de genre 2h30, et donc je me rappelle mon collègue qui me regarde en mode oh putain, du coup c'est craqué quoi, et au final j'ai eu 11, et c'est juste que en général je sors vite des épreuves, et donc voilà un peu pour le DSCG en 1 an. Et pareil le jour des résultats, alors moi je suis plus team je veux pas savoir, je voulais pas parce que j'étais au cabinet forcément, je voulais pas savoir ou regarder, je préfère être genre toute seule chez moi, regarder si je l'ai ou pas, et la pression que ça met, c'est marrant parce que même aujourd'hui tu vois où j'ai des personnes dans mon cabinet qui passent le DSCG ou le DEC, mais en fait je stresse pour eux, genre toute la matinée j'arrive pas à me concentrer et tout, je suis en mode mais est-ce que la personne là ou pas, j'ai l'impression que c'est moi, et en fait moi je voulais pas forcément regarder, et j'avais un collègue qui passait aussi le DSCG, du coup il a dû aller sur les résultats et il me dit ah c'est bon tu l'as. Comment ça je l'ai, genre tu vois c'était un peu genre violent en mode comment ça j'ai le DSCG, bah oui c'est bon tu l'as, quoi j'ai validé le DSCG genre. Et après je me suis dit attends faut voir les notes et tout, mais parce que t'as forcément la première étape de te dire ah ok je l'ai fait,
fait, quoi. Je dis, ouais, attends, j'ai validé, quoi. C'est fou. Et après, de voir les notes, donc t'as forcément des personnes qui se bon, bah, en soi, les notes du moment que tu l'as, etc. Ce qui est vrai, genre, c'est pas forcément les notes qu'il faut regarder. Et là, 14,86, donc presque 15, je me dis, mais waouh, genre, Impressionnant. c'était un truc de fou, quoi. Et après, il y avait la question aussi de savoir comment tu fais avec le cabinet, parce que normalement, j'étais en alternance pendant 2 ans. Alors, je crois qu'ils avaient plus ou moins connaissance que je passais en un an, mais on n'en avait pas vraiment parlé. Du coup, en fait, j'ai déjà mon diplôme, donc voilà. Et du coup, je me rappelle d'avoir eu au téléphone mon école qui me disait, ou même le cabinet, je sais plus, qui me proposait de rester quand même en deuxième année. J'étais en mode, bah, j'ai déjà des DSCG, je vais pas aller en cours, sachant que c'était vraiment les matières de deuxième année, donc celles que j'avais passées en candidat libre, donc management, contre-gestion, système d'info, anglais. Mémoire, en fait, c'était les matières où j'avais eu les meilleures notes, donc non, je n'ai pas envie de retourner en cours, sachant que aussi j'avais passé avant tout aussi les épreuves parce que justement ça me saoulait les cours et que j'avais juste envie d'en finir le plus rapidement possible. Et donc au final, bah alors je sais plus comment ça se passe vraiment, mais c'était en gros rupture du contrat. Enfin, je restais encore un mois entre guillemets en apprentissage et après j'étais en CDD pour la période fiscale. Et on a oublié, on parlait des diplômes là, mais l'été, avant de passer mes épreuves, je me dis justement, mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent sur le groupe, etc. J'ai l'idée de potentiellement écrire des articles pour aider les étudiants et tout, mais j'ai pas encore validé mon DSCG. Je suis l'été, genre juste avant les épreuves. Je me rappelle avoir noté sur un calepin plein d'idées d'articles, etc. Mais ça, en fait, ça m'a pas traversé l'esprit de me dire que je pouvais faire un site, enfin un blog pour moi. En fait, j'avais vu qu'il y avait des sites qui existaient déjà, et du coup, j'avais discuté avec une personne qui avait un site avec quelques articles pour les étudiants et tout. Et je discutais avec lui pour écrire des articles sur son site. Maintenant, ça me paraît genre limite basique de faire un site internet et tout, mais quand t'es étudiant, tu te dis mais waouh, faire un site, mais c'est un truc de malade. Enfin, faut être développeur, etc. Alors qu'au final, maintenant, il y a plein d'outils, no-code, etc. qui font que t'as pas forcément besoin d'être développeur pour faire un site internet. Et du coup, pour ça, je remercie beaucoup mon conjoint qui, bah, lui, est en marketing. D'ailleurs, petite anecdote on s'est rencontrés sur une appli de rencontre et donc lui était en marketing et donc il me dit, enfin on parle, donc je suis en mode, bah, moi je suis en expertise comptable et je fais, ah bah c'est marrant, je fais mon mémoire sur le marketing. Et en fait, il a cru que je me foutais de lui, tu vois, parce que, attends, tu fais des études de compta, tu fais un mémoire sur le marketing, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, il croyait que c'était une blague en mode, ah bah moi je fais un mémoire sur le marketing et tout, alors que non, en fait, c'était pas une blague. Donc j'avais déjà une appétence pour le marketing, mais le fait que lui, il ait fait des études là-dedans et tout, et qu'il ait une expérience là-dedans, bah forcément, ça m'a bien aidé pour la suite. Et je me rappelle notamment de ce jour-là où on était dans un parc à côté de chez moi et tout. Et on était allongés dans l'herbe et tout. Et genre, je lui parlais de ça, que j'avais envie de faire ça. Et il me disait, mais pourquoi tu fais pas toi-même, en fait? Pourquoi tu veux faire écrire des articles pour les autres? Je dis, mais non, mais attends, mais c'est un truc de malade. Je pourrais jamais faire un site moi-même. Enfin, genre, c'est trop compliqué. Enfin, ça paraissait tellement improbable. Et je me suis dit, bon, de toute façon, déjà, on va passer le DSCG, on va essayer de l'avoir en un an parce que déjà, ça donnera une crédibilité après sur le fait de donner des conseils. Et donc, voilà un peu l'histoire. C'est vraiment chouette comme anecdote. Tu nous as pas parlé de ton diplôme à HEC. Ah oui, mais c'est un diplôme que j'ai passé après mon DSCG. Bah justement, je crois que c'était aussi mon conjoint qui m'avait parlé de ça, que HEC faisait des diplômes à distance, etc. Et comme j'avais mon DSCG, je me suis dit, enfin, je pense que je sais pas, j'ai eu peur de m'ennuyer. Du coup, j'ai postulé à ce truc-là. Et donc, c'est un diplôme qui est à distance en finance d'entreprise. Et normalement, je ne pouvais pas y aller parce qu'en gros, donc c'est l'ACCF. Alors, je sais plus le nom exact, mais vous pourrez chercher sur Internet. Et en gros, les deux conditions pour être accepté, c'est soit avoir 5 ans d'expérience en finance, machin et tout, ce que j'avais pas puisque je venais de passer mes épreuves de DSCG, non, j'avais pas ça, ou avoir fait le diplôme du dessous, entre guillemets, donc qui était l'ICCF, donc c'était l'une ou l'autre des deux conditions, sauf que j'avais aucune des deux conditions, donc a priori je ne pouvais pas y aller, et sauf que, pareil, donc je pense qu'au début j'ai dû me dire mais non, je peux pas le faire, etc. Et à mon avis, mon conjoint m'a dit bah, si tu tentes et tout, on verra bien.
Et en fait, ce que j'avais fait, du coup, c'est que donc j'avais dit, j'ai pas les conditions requises, mais en gros, j'avais regardé le programme de l'ICCF, donc qui était le diplôme inférieur, qui était normalement, on va dire, obligatoire si on n'avait pas 5 ans d'expérience. Et en regardant le programme, j'avais l'impression que c'était à peu près ce que j'avais vu en DCG, DSCG. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais postulé et j'avais envoyé le bulletin officiel avec le programme du DCG, du DSCG pour dire, en fait, j'ai pas ce diplôme-là, mais j'ai passé d'autres diplômes. Et le programme est à peu près équivalent, donc normalement j'ai entre guillemets par équivalence l'ICCF et donc je peux faire la CCF. Et j'avais eu un refus et j'ai insisté, je sais plus si j'avais appelé, je sais plus ce que j'avais fait. Et j'avais demandé à ce qu'on réexamine ma demande et du coup finalement en fait ils avaient accepté. Alors ça je l'ai eu souvent pendant mon enfance ou je sais pas ma jeunesse, bon je suis encore jeune, mais le fait de dire si ça marche pas par la porte, je vais rentrer par la fenêtre en fait. Enfin j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc en fait c'est pas parce que t'as un refus ou t'as un non ou qu'en fait si tu vois même par exemple je sais pas si on parle du deck, enfin en fait je me suis toujours dit en fait je veux le deck. Donc en fait peu importe le temps que ça prendra, je sais pas des passerelles, des trucs, des machins. Enfin en fait je vais l'avoir. Donc c'est même pas en fait c'est plus je vais l'avoir, mais comment ça on verra ça plus tard et voilà ça peut changer, mais c'est plus ok dans tous les cas je vais l'avoir donc un jour ou l'autre donc et après d'essayer de trouver des moyens pour arriver à ce qu'on veut. Et donc là tu parles de l'état d'esprit qui est hyper important quand on veut atteindre nos objectifs et tout à l'heure tu as parlé de curiosité et j'ai discuté avec d'autres avec des experts comptables et qui eux aussi parlaient de curiosité. Est-ce que tu penses que c'est une compétence ou un atout quand on a des objectifs, quand on a des projets ou quand on veut poursuivre ses études? Oui, clairement. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'étais en alternance, j'avais ma responsable de pôle qui m'avait dit, donc je pense que ça faisait 1 mois que j'étais en alternance, elle m'avait dit, alors elle m'avait fait un peu un feedback sur comment ça s'était passé les premières semaines et tout, et elle m'avait dit, en gros, en tout cas, ce qu'on peut pas t'enlever, c'est que t'es curieuse et que en expertise comptable, pour réussir, entre guillemets, il faut être curieux parce qu'en fait, t'as toujours des nouvelles choses, des nouveaux cas, etc. Donc je me rappelle que ça m'avait marqué et que du coup souvent quand on me demande c'est quoi les qualités requises pour être un expert comptable, alors même s'il n'y a pas rien n'est obligatoire et en vrai ça dépend vraiment des gens, on peut pas obliger les gens à être curieux, Ouais. je pense, donc c'est ça qui est compliqué. Mais je sais que ça m'avait marqué. Et oui, je pense que c'est un atout, que ça soit dans l'expertise comptable ou pas d'ailleurs. Le fait d'être curieux et de s'intéresser. Alors aussi bien pour soi parce qu'on va apprendre des choses, mais le fait d'être curieux, en fait, forcément, tu t'intéresses aux gens. Et donc, forcément, indirectement aussi, ça les valorise, etc. Donc je pense que ouais, c'est super important d'être curieux, mais je ne pourrais pas vraiment dire de guide, le guide de A à Z, comment devenir curieux, parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement instinctif. Et tu vois, par exemple, si je fais un peu vite, mais si on parle du podcast, en fait, moi, j'avais jamais fait ça avant, etc. Et je sais pas, je fais ma première interview, ma deuxième interview, et puis du coup, je raconte à mon conjoint, mais c'est fou. En vrai, après, j'avais pas d'a priori sur me dire est-ce que c'est compliqué ou pas, mais je dis mais c'est fou en vrai. J'ai l'impression que c'est naturel. Il me dit mais en même temps toi, en fait t'es comme ça dans la vraie vie, genre tu poses plein de questions, etc. Donc en fait c'est juste que c'est enregistré, mais c'est une conversation que t'aurais pu avoir juste avec la personne et en fait que tu te forces pas de dire, de poser telle ou telle question parce qu'en fait c'est juste que ça m'intéresse et que je suis super curieuse de savoir mais comment ça s'est passé du coup, comment t'as fait, etc. Comment tu te sentais et donc en fait c'est juste toi t'es comme ça, c'est genre non ça me choque pas que ça soit pas compliqué. Ok, merci. Ultra intéressant et en effet tu parles de curiosité. Après il y a autre chose qui est important aussi, c'est de faire des choses qu'on ne sait pas faire, de tester et ça je pense que ça se teste justement, ça s'apprend au fur et à mesure. Quand on te propose un nouveau projet, au lieu de dire je sais pas faire, tu te dis ok je vais apprendre à faire. Mais je pense que ça vient au fur et à mesure aussi, tu vois, le fait je pense que j'avais alors j'avais peut-être moins de blocage que beaucoup de gens, mais le fait de faire des trucs un peu, on va dire, hors du commun, on s'entend, mais tu vois, par exemple, ces gens d'un an, en fait, tu te dis, ouais, vas-y, je vais tester, et en fait, tu vois que ça marche. Après, tu veux aller faire un diplôme, mais normalement, tu peux pas rentrer. Ok, ça marche.
Tu pensais jamais de ta vie faire un site internet ou quoi? Ah ok, j'ai réussi. Enfin, en fait, le fait d'avoir des petites réussites, mais en fait, ça te débloque complètement l'état d'esprit, que rien ne te paraît inaccessible. Bon, je vais peut-être pas aller sur la Lune, on n'est pas encore là, mais je veux dire, dans tout ce qui reste quand même réaliste, plus tu as de petites réussites comme ça t'enlève des barrières que tu avais. Tu te dis, ben en fait, bah oui, allons-y. Et plus tu sors de ta zone de confort, et plus tu vas sortir de ta zone de confort parce que, bah en fait, plus rien ne paraît limite inaccessible. Avant de passer à tous tes projets justement entrepreneuriaux, est-ce que tu peux nous parler de ta vie professionnelle? Notamment, tu nous parlais tout à l'heure de l'alternance. Est-ce que tu peux recommencer par là? J'étais en alternance pour mon DCG. J'ai trouvé mon alternance par curiosité, entre guillemets. Donc, j'allais souvent au CDI de mon lycée pour réviser, etc. Et je discutais souvent avec les documentalistes. Et il se trouve que l'amie d'une des documentalistes était expert comptable. C'est plus en discutant, je crois qu'elles allaient au yoga ensemble, ou je sais plus. Et du coup, elle me disait, ah, bah tiens, j'ai mon ami expert comptable, etc. Et du coup, elle m'avait donné, enfin, j'avais demandé, ah bah oui, comment elle s'appelle et tout, qu'est-ce qu'elle fait. Donc là, c'était en troisième année de DCG. Et elle avait dû me donner sa carte et me dire, ah bah du coup, je lui ai parlé de toi, etc. Et donc, j'avais été voir sur le site internet. Et en vrai, ça correspondait bien à ce que je voulais faire, même si je m'étais pas vraiment posé la question. Il parlait vachement de digitalisation, etc. Et si on se rappelle, j'étais quand même une geek à la base. Donc, en fait, ça me parlait beaucoup. Je m'étais jamais dit, genre, il y a des cabinets qui sont digitaux, il y a des cabinets qui sont pas digitaux. Enfin, j'étais pas à ce stade de réflexion-là. Mais le fait de voir un site internet qui était quand même pas mal et qui parlait justement de tout ça, bah, ça m'avait donné envie. Et donc, j'avais postulé et j'avais fait des entretiens. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais fait des entretiens. Donc, a priori, ça s'était bien passé. Et en fait, j'avais pas de réponse. Sauf que j'avais fait aussi, je sais qu'il y a souvent ça dans les écoles, des alternances dating. Donc moi, j'avais fait l'alternance dating, mais mon premier choix, c'était ce cabinet-là. Et en fait, les autres cabinets que j'avais vus pendant mon alternance dating, ils m'appelaient pour me dire, bah c'est bon et tout. Et donc du coup, j'avais aussi mes camarades de classe qui avaient leur alternance. Et en fait, moi, j'avais pas de réponse du cabinet. Et je les relançais, je les appelais et tout. Je peux avoir une réponse et tout. Ils me disaient, bah, on n'a pas encore choisi et tout. Donc, je pense qu'ils attendaient, ils devaient avoir une réunion genre mensuelle entre associés et tout pour décider. Sauf qu'en fait, quand t'as pas d'alternance, enfin, alors que c'était genre en mars, tu vois, mais quand tu vois que tout le monde commence à avoir une alternance, donc tu te dis, attends, les autres, ils disent oui à un cabinet. Et moi, du coup, je suis en train de pas répondre aux autres parce que je veux celui-là. Mais du coup, s'ils me disent non, je vais me retrouver dans la panade. Et au final, ils avaient fini par me dire oui. Donc c'était cool. Et en fait, ce cabinet-là, il y avait deux pôles. Il y avait un pôle data control, ce qu'on appelle, et un pôle révision. Donc en fait, dans le pôle data control, c'était pas forcément des personnes qui avaient fait un cursus comptable, mais c'était en gros, maintenant avec le recul, je dirais que c'est assistant comptable plus parce que en gros, bah, t'avais tout ce qui est affectation, etc. Et demande des pièces manquantes, tout ça, et aussi tout ce qui est paramétrage de logiciels. Donc c'est pour ça un peu le côté plus. Et après, il y avait un autre pôle qui était le pôle révision, où là, c'était vraiment plus des profils, on va dire, classiques en cabinet, master CA, DSCG, stagiaire expert comptable, etc., qui faisaient bah, du coup la révision, les déclarations de TVA, enfin tout ce qui était fiscal, réglementaire et tout, donc les tableaux de bord, tout ça. Et du coup, j'ai fait 1 an au data control, mais rapidement, du coup, ça m'a... Enfin, en fait, j'en ai fait, mais rapidement, j'ai eu envie de voir autre chose, et surtout que le cabinet savait que je voulais être expert comptable, donc, entre guillemets, ça n'avait pas trop de sens de rester genre 5 ans au pôle data control. Et donc, la deuxième année, j'étais au pôle révision, donc là, c'était chouette parce que j'étais plus en travail en équipe et j'ai fait des déplacements. Alors, au début, genre, c'est vraiment, je sais pas, t'as l'impression de partir à Disneyland, quoi. C'est genre, t'as jamais fait de déplacement et on avait été faire de la révision en équipe. C'était en Bretagne, mais on avait quand même, je sais pas, ouais, peut-être au moins 1 heure de voiture. Et après, j'avais un portefeuille de LMNT. Donc voilà, pour apprendre aussi un petit peu la révision, mais sinon j'étais plutôt en support dans les équipes en fonction de qui avait besoin, des plannings, etc. Et donc je suis restée jusqu'à la fin de la période fiscale parce que bah aussi moi du coup je voulais passer mon DEC, que je comprends totalement, mais en fait on m'avait dit bah non t'es trop jeune pour t'inscrire, etc. Ce que je peux entendre, qu'avec le recul je n'avais pas forcément
tort, j'étais pas ultra mature non plus. Personnellement, si, mais après, professionnellement, peut-être un peu moins. D'ailleurs, je me rappelle de mon dernier jour le dernier jour avant que je quitte le cabinet, où j'avais fait un point avec mes responsables, justement, et on avait parlé de la courbe un peu de l'ignorance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la courbe où, genre, au début, tu connais pas trop le sujet, mais t'as l'impression d'être un expert, et après, plus t'avances, plus tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas si simple, et après, en gros, tu finis, bon, je pense, schématise, mais quand t'es expert comptable, où tu sais jauger un peu, et en gros, on m'avait dit que moi, j'étais dans la partie où, genre, je commence à apprendre des trucs, mais en fait, j'ai l'impression de comprendre, mais finalement, j'ai pas compris, donc un peu en mode aide de l'humilité, etc. Mais ils voulaient pas, voilà, que je m'inscrive au stage, et aussi, j'avais des personnes dans le cabinet, donc qui étaient plus âgées, qui avaient, je sais pas, 25, 26 ans, qui s'étaient inscrites au stage cette année-là, sauf que moi, à l'époque, j'avais genre 21, 22, donc en fait, l'écart, il était énorme en âge, niveau légitimité, etc. Enfin, quand t'inscris des personnes qui ont plus d'expérience, enfin, je comprends, tu vois, mais moi, je voulais passer mon deck. Et à cette époque-là, j'avais déjà commencé un petit peu à publier sur LinkedIn, et notamment, j'avais partagé, du coup, mes notes, enfin, mon TSCG que j'avais eu en un an, où j'avais eu, je sais plus, 1200 réactions, un truc comme ça, genre, c'était un truc de ouf, parce que j'attendais de passer mes épreuves du DSCG pour commencer à publier un peu sur LinkedIn, parce que, du coup, mon conjoint m'avait dit, il y a pas grand monde qui publie dans ton domaine, contrairement à lui, où quand tu es dans le marketing, en fait, c'est courant de publier sur LinkedIn. Moi, dans mon domaine, il n'y avait pas grand monde, etc. Donc, ça serait bien que j'y sois. En plus, je me rappelle, je le voyais qui était tout le temps sur LinkedIn. Je disais, mais c'est quoi ton truc? Genre, ça a pas l'air ouf, hein, tu veux pas faire autre chose? Et au final, bon, je m'étais dit, bah, vas-y, je vais publier un petit peu. Donc, j'avais commencé à publier après les épreuves, mais on n'avait pas encore les résultats. Donc, je publiais des petits trucs. Mais j'avais genre, je sais pas, 10 likes, c'est des petits trucs, quoi. Et après, le jour où j'ai eu mes résultats, du coup, je me rappelle, je pense on s'était couché ultra tard, mais pas parce qu'on avait fêté le truc ou quoi, c'est que ça devait être un jeudi soir, je pense. Et du coup, j'avais dû rentrer, dire, moi, j'ai eu des CG, etc. Et du coup, on avait parlé genre toute la nuit, et on avait écrit le post, etc. Parce que c'était vraiment, fallait que je fasse un truc bien, quoi, pour annoncer que je l'avais eu. Et donc, je sais pas, on avait dû se coucher genre à 3-4 heures du matin ou un truc comme ça pour écrire le post. Et après, du coup, j'avais posté, et ouais, ça avait trop bien marché. J'avais eu genre 1200 likes. Du coup, suite à ça, j'avais un expert comptable qui m'avait envoyé un message. Donc ça, c'est quelque chose que je conseillerais aussi je sais pas s'il y a des cabinets qui nous écoutent. On voit souvent des candidats qui reçoivent plein de messages des cabinets de recrutement, mais je pense que c'est différent quand t'as un expert comptable, tu vois, qui t'envoie un message et que c'est un truc un peu personnalisé. Votre parcours est super intéressant, peut-on échanger? Mais faut trouver une accroche. Mais je sais pas, tu regardes l'école, tu regardes où est-ce qu'elle en est, la personne dans le cursus, ce qu'elle a liké, par exemple, enfin, pour avoir un truc personnalisé. Et quand t'as l'expert comptable qui t'envoie un message, t'es en mode waouh, genre c'est un truc de malade, tu vois, genre tu te sens ultra valorisé, alors que quand c'est un cabinet de recrutement et que c'est genre le 50e qui t'envoie un message qui est pas du tout personnalisé, bon voilà. Et il m'avait envoyé un message pour me dire un truc genre bravo pour tes notes, quoi, est-ce qu'on peut échanger? Et qui était à Paris, et du coup on avait échangé et ça avait bien fit. Et en gros, mes missions, je devais avoir un portefeuille de start-up et avoir aussi des missions un peu organisationnelles dans le cabinet, donc un peu alors je crois que c'était genre 10% de marketing, 30% de IT, enfin genre techno. En gros, j'étais référente sur le logiciel Penny Lane qu'on était en train de mettre en place dans le cabinet. Et voilà, il y a un portefeuille de start-up. Et du coup, je m'étais dit, bah vas-y, go, faut que je commence mon stage, etc. Et donc voilà l'histoire de comment j'ai été un peu travailler à Paris. Donc en fait, j'avais toujours mon appart à Rennes et j'avais pris une chambre de bonne à Paris. Et du coup, j'allais à Paris 3 jours par semaine. Donc le lundi soir, je partais en train et je revenais le jeudi soir. Donc ce qui peut paraître genre c'est lourd, etc. Mais au final, la chambre de bonne, vu qu'elle était à côté du cabinet, en fait, Rennes et Paris, c'est pas si loin. Donc, en fait, j'avais 1h30, on va dire, de train le lundi soir, 1h30 le jeudi soir. Et sinon, en fait, j'étais à côté du cabinet, donc j'avais genre 10-15 minutes à pied. Mais comparé à des gens qui habitent sur Paris, en fait, si on faisait la moyenne de mes trajets, bah, en fait, j'avais moins de trajets que des gens qui habitent à Paris. Génial. Donc là, tu rejoins ce cabinet avec des missions qui te plaisent, du coup, marketing, gestion du logiciel. J'ai vu aussi sur ton LinkedIn que tu parlais de CRM. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est un cabinet qui est
près 80 ou 100 collaborateurs et qui voulait avoir un outil, enfin une espèce d'application qui fasse à la fois CRM, suivi client, rentabilité et tout, et suivi de l'avancement des échéances, enfin savoir où est-ce qu'ils en sont les collaborateurs, etc. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc c'était une espèce d'application. Enfin quand je dis application, c'était sur ordinateur, mais c'était pour la fonctionnalité, c'était un peu une application, mais c'était pas sur téléphone, pour suivre un peu tout ça. Et donc justement j'avais participé à se dire quelle fonctionnalité on a besoin, tout ça. Donc, en vrai c'était super intéressant et surtout je m'étais inscrite au stage. Sauf qu'il m'est arrivé une petite anecdote qui fait que aujourd'hui je ne sais pas quand j'aurai mon deck, mais c'est un peu relou, disons, parce que je suis décalée pour plein de raisons dans mon stage. Mais donc en fait je débute en juin, et donc je me dis même si on avait acté que c'était ok pour le stage, je vais attendre un peu pour dire bon voilà, on fait le dossier et tout. Donc je sais pas, au bout de 1 mois, un truc comme ça, en juillet, je me dis je vais préparer mon dossier, tout l'expert comptable est ok, sauf que je n'ai pas de co-maître de stage CAC, parce qu'il faut savoir que quand tu fais ton stage, donc soit tu peux faire que en expertise comptable, soit que en audit. Souvent les personnes essaient de faire les deux pour avoir la double casquette commissaire aux comptes et expert comptable, parce que quand tu fais que l'expertise comptable, il faut avoir fait 200 heures de commissariat aux comptes sur 2 ans pour avoir la casquette commissaire aux comptes. Et donc, moi, mon cabinet, il n'y avait pas de commissariat aux comptes. Donc, je n'avais pas de co-maître de stage CAC. Je ne déposais pas mon dossier. Alors qu'après, j'ai appris qu'en fait, je pouvais déposer quand même et rajouter le maître de stage CAC. Et en fait, ce qui arrive, c'est que donc moi, tout mon dossier est prêt, etc. Mais j'ai pas de co-maître de stage CAC. Et donc, je vais voir mon expert comptable qui me dit, t'inquiète, je connais, j'ai des copains commissaires aux comptes et tout, je vais leur demander, etc. Et j'ai pas de retour et je relance et tout pendant tout l'été, parce qu'après, du coup, on doit arriver genre en août ou quoi, mais je me dis, c'est bon, il y a la rétroactivité de 3 mois, donc normalement, en fait, c'est pas grave si j'ai la réponse après. Donc en août, je me rappelle, moi j'étais en congé et lui aussi sûrement, j'envoie des SMS et tout, où ça en est, machin, et pas de réponse. Et au final, j'apprends quand je reviens que, en fait, la personne qui voulait me mettre en tant que co-maître de stage était en train de vendre son cabinet, donc clairement il avait autre chose à faire, et du coup dans tous les cas je pense qu'il n'aurait peut-être pas accepté ou quoi, et du coup je me retrouve sans co-maître de stage. Du coup je force encore, voilà, quand est-ce que je peux avoir quelqu'un et tout, donc on finit par trouver quelqu'un et je dépose mon dossier, mais du coup je pense que c'était début septembre, mais je me dis en fait vu qu'il y a 3 mois de rétroactivité, c'est pas grave, je pourrais quand même m'inscrire genre pour juin ou juillet, bref, en gros, l'idée, c'était d'avoir validé mes 3 ans un peu avant. Enfin, en fait, il fallait que j'ai validé mes 3 ans de stage au maximum au 31 août 2024 pour pouvoir passer les épreuves en novembre, parce qu'il y a 2 sessions pour le DEC, il y a une session en mai et en novembre, sauf qu'il faut avoir validé au maximum à la deadline du rendu du mémoire. Parce que en fait, si t'as pas validé tes 3 ans à la date du mémoire, vu que tu dois rendre ton mémoire, c'est pas possible. Donc, en gros, il fallait au maximum que je sois inscrite au 1er septembre 2021. Et sauf que, donc, normalement, c'était OK puisque je dépose mon dossier en septembre. La logique veut que tu sois inscrit le mois d'après, donc le 1er octobre. Mais moi, je demande la rétroactivité, donc je peux être inscrite avant. Donc, que ce soit le 1er juin, le 1er juillet, 1er août, normalement, c'est bon. Et j'envoie mon dossier, etc. Et je reçois un mail, genre, je sais pas... 1 mois après, un truc comme ça, bravo, vous êtes bien inscrit au 1er octobre. Et là, je fais, non, genre, j'ai demandé une rétroactivité, du coup, parce que si je suis inscrit au 1er octobre, je peux pas passer en novembre, en fait. Fallait que je sois inscrit au maximum au 1er septembre. Et du coup, je les appelle, etc. Et je comprends pas. Ils me disent, non, en fait, parce que pour des histoires de journée de formation, de je sais pas quoi, on fonctionne pas comme ça. Donc, en fait, les dossiers qui ont été déposés en septembre, c'est là. En fait, ils ont une promo, entre guillemets, qui démarre le 1er octobre. Et du coup, c'est pas possible de faire la rétroactivité. Et là, je fais, putain, genre, en fait, moi qui étais dans ma tête où j'étais encore dans l'optique de je veux passer les diplômes le plus rapidement possible et tout pour être débarrassée. Du coup, là, j'avais eu mon DST genre d'1 an et tout, c'est bon. Maintenant, vas-y, on fait le deck, on en finit le plus rapidement possible. Après, on n'en parle plus. Là, ça me met un gros coup parce que, je me rappelle, j'ai pleuré et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. Surtout quand c'est un truc que tu peux pas contrôler, tu vois, où tu te dis, mais putain, mais moi, mon dossier, il était prêt en juin et genre tout était prêt. J'ai fait en sorte que ça soit bon pour des événements extérieurs. Ça ne s'est pas fait. Et donc du coup, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas de code maître de stage CAC, vous pouvez vous inscrire quand même, mais il faudra en trouver un pour la 2e année, admettons. Donc c'est un peu un gros coup au moral
Et après, au cabinet en soi, ça se passait pas trop mal, mais le fait est que souvent, quand tu as des missions organisationnelles et tu as un portefeuille, sauf que le portefeuille est plus urgent que les missions organisationnelles. Donc, au final, ce qui était genre du 40-60 finit par être du 20-80, voire plus. Et au final, tu fais que de la compta, sauf que moi, clairement, j'avais pas, enfin, c'était pas pour ça que j'étais venue. Et du coup, c'était juste pour faire de la compta. En fait, je n'ai pas besoin d'aller à Paris, etc. pour faire ça. Enfin, je peux trouver des cabinets plus près de chez moi. Et en même temps, je me souviens, moi, du coup, vu que je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre. Et justement, donc, on nous dit, dans les cabinets, c'est bien parce que tu as plein de secteurs d'activité, tu as plein de dossiers différents et tout. Et donc, au début, forcément, je suis un peu jetée dans le grand bain parce que comparé au cabinet où j'étais dans l'alternance, où j'étais tout le temps ultra supervisée et tout, là, c'est genre, t'as ton portefeuille et genre t'y vas. Et donc, du coup, t'es obligé d'apprendre sur le tas. Au début, c'était cool parce que j'ai mon petit portefeuille, je fais une petite déclaration de TVA et tout. J'apprends à faire des tableaux de bord. Genre, moi, j'ai une telle soif d'apprendre qu'au bout de 3-4 mois, je suis en mode, du coup, c'est bon, genre, vas-y, genre, je vais apprendre d'autres trucs, tu vois. Sauf que, en cabinet, souvent, c'est très propre à moi et personnel, c'est pas une critique envers les cabinets, mais ce que je comprends, tu peux pas avoir quelqu'un qui va aussi vite, qui monte en compétence, qui déjà passe 1, 2, 3 ans sur ton portefeuille, après on verra, etc. Ce que je comprends d'un point de vue entreprise, mais moi d'un point de vue personnel, je suis en mode c'est bon, j'ai capté comment faire, vas-y, je vais apprendre de nouvelles choses et moi je suis là pour me former à être expert comptable. Enfin, en gros, moi par contre, j'ai toujours été dans l'optique de me dire le lendemain de mes 3 ans, genre c'est ciao bye bye, je suis plus salariée, donc en fait il faut que j'apprenne un maximum pendant ces 3 ans. Je peux pas me dire peut-être pendant 2-3 ans je vais faire un portefeuille et puis après peut-être si jamais les étoiles sont alignées tu feras. Non mais en fait moi j'ai 3 ans pour apprendre, donc il faut que j'apprenne genre maintenant parce que c'est maintenant que jamais en fait, genre sinon après entre guillemets j'aurais plus personne pour m'aider, ce qui est pas forcément vrai parce que tu peux quand même avoir des copains, des trucs et tout. Et à un moment je me rappelle, je crois que c'était en décembre, genre c'est les jours où il fait noir et tout, tu arrives au cabinet, il fait noir, tu repars, il fait noir, enfin voilà. Et je me rappelle être devant un contrôle de TVA et contrôle de TVA, genre c'est ma honte, genre je déteste ça, les contrôles de TVA. Et j'avais genre ça collait pas et je trouvais pas pourquoi, et ça faisait genre une demi-journée que j'étais dessus et genre j'en pouvais plus quoi. Je me dis mais putain, mais genre j'ai fait le DCG en 1 an et tout et genre là je suis en train de me prendre le chou genre sur un putain de contrôle TVA que j'arrive pas à résoudre alors que j'aime pas ça, c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est quoi ce délire? Et genre les larmes me montent et tout, je me rappelle que je vais aux toilettes et tout et je me mets à pleurer, je me dis mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Genre j'ai pas fait tout ça pour faire ça. Alors c'est normal de faire des contrôles de TVA et tout, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de saisie, qu'il faut pas faire de TVA, qu'il faut pas faire de contrôle de TVA, mais c'est juste que moi dans mon esprit genre on m'avait tellement rabâché pendant les cours et tout machin que c'était des missions de conseil de valeur ajoutée et en fait moi je voyais pas la valeur ajoutée dans ce que je faisais et du coup en fait je me sentais pas forcément utile, j'avais l'impression de travailler plus pour l'administration que pour mon client alors que clairement je suis pas venue là pour faire contrôleur des impôts, donc et en même temps le soir quand je rentrais je faisais tous mes trucs de blog et tout, et c'est à peu près à cette période là où j'ai Alexandre, donc qui est un expert comptable à Nice, qu'on salue s'il nous écoute, qui m'envoie un message il me semble sur Messenger pour me dire écoute, j'ai rendez-vous avec une maison d'édition et tout, ils cherchent quelqu'un pour écrire un livre, un peu un truc différent, pas un livre de cours et tout, et j'ai donné ton nom. Et je me dis mais what et tout, genre t'as donné mon nom, ah oui ils ont vu ton blog et tout, ils trouvent ça super. Je me dis mais oh là là, mais c'est quoi ce truc et tout. Et à peu près à la même période j'avais vu, alors je sais pas si vous connaissez, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent Grégoire Dossier, qui est un peu qui est un étudiant qui est en droit, qui fait pas mal de vidéos sur YouTube, et lui justement, donc je crois qu'il avait un podcast, tout ça, là il doit avoir il a plus de 100 000 abonnés, donc je sais plus combien il a, mais il avait pas mal d'abonnés, et donc je regardais ses vidéos et en fait il avait sorti un livre, mais lui il avait auto-publié sur Amazon, et du coup il en parlait de ça, du processus, de tout ça, justement le fait de voir quelqu'un qui le fait. En fait, tu te dis, c'est possible. Donc, en fait, j'avais déjà débloqué un peu le truc quelques semaines avant de me dire, peut-être qu'un jour j'écrirai un livre. Mais là, clairement, je suis en stage, on va entamer la période fiscale. C'est clairement pas le moment de faire ça. J'ai plein d'idées comme ça où je suis genre, voilà mes 1000 idées. Donc, peut-être un jour, si j'ai le temps de tout faire, je ferai tout. Mais en tout cas, c'est un truc, je me dis, je le garde en tête de me dire pourquoi pas. Et donc, à ce moment-là, donc ça va pas trop et tout, j'ai Alexandre qui m'envoie ce message. Et du coup, j'échange avec
alors je sais plus comment on dit, la responsable de l'édition, Émilie Le Rebourg. Et du coup, le contact passe bien, etc. Et donc, je me dis, bah ouais, j'ai envie de faire ça. Mais en même temps, bah, je suis en cabinet et tout, donc c'est compliqué. Le temps passe, ouais. Enfin, les quelques semaines, quelques mois passent et ça va toujours pas forcément mieux. On va dire que je ressens un manque de reconnaissance et tout, manque d'accompagnement dans ma formation, enfin, à devenir expert comptable. Et oui, et je discute, comme je suis curieuse, je discute avec tout le monde et je discute notamment avec 2 alternantes du cabinet et où je parle avec elles et je leur dis, ah bah, donc il y en avait une en DCG et l'autre, je sais plus, c'était genre un bachelor, un truc comme ça. Et je leur dis, bah, qu'est-ce que vous allez faire, vous savez ce que vous allez faire après, etc. Elles me disent, bah, non, je sais pas trop, je sais pas, je vais peut-être passer le deck ou j'édite et après, bah, je sais pas, soit de l'audit, soit de l'expertise comptable. Et du coup, à ce moment-là, j'étais aussi à l'annexe depuis 1 an, un truc comme ça. Donc l'Association nationale des experts comptables stagiaires. Et du coup, j'avais eu l'occasion de rencontrer plein de gens. Et même dans mes posts LinkedIn et tout, enfin, vu que j'étais très active, bah, je discutais avec plein de gens, je voyais tout ce qu'on pouvait faire et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Genre, tu peux faire plein d'autres trucs que ça. Enfin, tu peux te spécialiser dans plein de trucs et tout. Tu peux faire l'expertise judiciaire, je connaissais pas encore à l'époque. Mais du coup, tu peux faire l'expertise judiciaire, tu peux te spécialiser en RSE, tu peux te spécialiser en, je sais pas, en conso, tu peux te spécialiser en évaluation d'entreprise, ou tu peux être coach deck, enfin, aider les personnes à avoir leur deck, tu peux être prof, tu peux être entrepreneur, enfin en fait tu peux faire plein de trucs, genre c'est une vision ultra étriquée, mais en fait je savais que c'était la vision qu'on a quand on est dans les études. On te dit en gros vous êtes les futurs experts comptables et déjà bah tout le monde n'a pas forcément envie d'être expert comptable et il n'y a pas que ça et c'est un peu le truc surtout quand t'es en DCG, DSCG où vu que c'est la voie on va dire royale pour avoir le deck, bah on te dit genre vous êtes les experts comptables de demain et au final je trouve que ça met quand même vachement la pression je pense aux étudiants. Et là, je me dis, ah, mais il faudrait que ça serait bien tu vois, d'interviewer les personnes et tout pour montrer qu'on peut faire autre chose. Mais là, pareil, à ce moment-là, je suis en cabinet, donc je suis en mode, j'ai l'histoire, enfin, j'ai le truc dans ma tête, mais je me dis pas, je vais le faire maintenant, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle, alors, je pense que c'était, j'allais à Paris à ce moment-là dans le train où j'ai eu l'idée du nom. Alors, je sais plus comment ça m'est venu, mais je me suis dit, mais voix, en fait, voix, c'est voix VOIX. La voix, genre le podcast, voix, genre les différents chemins. Et du coup, je me suis dit, voix de comptable, genre il va s'appeler comme ça. Et ouais, et les semaines passent et tout. Et au final, je me dis, mais attends, enfin, t'as envie de faire ça, le podcast et tout, qui au début était juste une idée. Et en fait, une fois que t'as trouvé le nom, genre, c'est ultra concret. Enfin, tu te dis, mais il faut le faire. Enfin, je sais qu'il faut le faire, tu vois. Et du coup, je décide de démissionner du cabinet en période fiscale, mais parce que, en fait, ça correspondait plus à ce que je voulais faire. Et en fait, tous les matins, j'allais avec la boule au ventre. Et là, j'insiste sur un truc. Enfin, déjà, quand je fais mes posts LinkedIn, c'est pas forcément toujours mon expérience à moi. Par exemple, j'avais fait, il faut arrêter de recruter des bac+5 pour faire de la saisie. C'est pas mes expériences à moi, en fait, mais c'est en échangeant avec d'autres étudiants. Et encore une fois, peu importe les cabinets, genre, j'ai jamais été maltraitée, fait des 50 heures par semaine et tout. Mais en fait, c'était plus au niveau des valeurs et tout du cabinet où, en fait, c'était pas possible pour moi. C'est pas parce qu'on n'est pas, entre guillemets, maltraité et que, bah, je faisais des heures à peu près correctes et tout, que on est obligé de se sentir bien et voilà. Je pouvais pas, quoi. J'allais à la boule au ventre parce que, bah, notamment au niveau des valeurs, on va dire, enfin là, c'était plus sur la stratégie du cabinet. C'était l'objectif de toujours racheter des cabinets et tout, de grossir, alors que moi, je suis plus à me dire, bah, je préfère avoir moins de clients, etc., et faire plus de qualité, de valeur ajoutée, entre guillemets. En fait, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et du coup, voilà, je quitte le cabinet, je me dis, bah, vas-y, bah, en fait, je vais faire une pause et je vais écrire mon livre et faire mon podcast parce que justement, j'avais ce décalage aussi de stage. Et donc, je me suis dit, en fait, le 1er octobre, je débute mon stage le 1er octobre. Donc, c'est-à-dire que je finis le 30 septembre. Donc, dans tous les cas, je ne pourrais passer qu'à la session de mai 2025. Que je finisse mon stage le 30 septembre 2024 ou le 28 février 2025 du coup. Enfin en fait je passerai dans tous les cas le deck au même moment et si je l'ai je l'aurai au même moment donc ça me change rien on va dire fondamentalement. Avant j'étais plutôt dans l'optique de me dire je veux passer le diplôme le plus rapidement possible et tout et même à un moment je doutais, je me disais mais est-ce que je vais mettre en pause le stage ou pas parce que je vais jamais reprendre le cabinet après si j'ai goûté pas travailler et je vais jamais reprendre mon stage finalement si je l'ai repris. Alors j'adore ce que t'appelles ne pas travailler et faire une pause. Ouais, écrire un livre et tourner des podcasts, bon, c'est ne pas travailler. Bah ouais, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est pas vraiment du travail parce que tu travailles pour quoi, tu vois. Parce que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un jour de votre vie, comme on dit. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Mais oui, quand je dis ne pas travailler, c'est faire plein de trucs
trucs, mais pas de l'expertise comptable, quoi, en gros. Bah écoute, là, donc tu nous as parlé un petit peu de toute ton expérience en cabinet. Tu es aussi assez engagé dans l'associatif. Enfin, je sais que tu as fait partie de du comité attractivité de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Je me disais que tu pouvais nous parler un petit peu de ça et aussi de l'annexe. Donc, je vais peut-être parler en premier de l'annexe. Donc là, c'est pareil, en fait, donc c'est l'Association nationale des experts comptables stagiaires. Alors, je suis pas une très bonne élève, j'ai plus exactement les termes. Je crois que c'est aider, représenter, informer les experts comptables stagiaires et les étudiants en compta. Donc, en gros, c'est une asso où on organise des événements, des after-work, etc., avec des partenaires sur des thématiques. Donc, par exemple, je sais pas, ça peut être sur la retraite, sur l'assurance, sur plein de sujets. Et aussi, on organise des formations pour préparer au DEC, donc que ce soit préparer les 2 épreuves écrites ou l'oral. Donc voilà, et en gros, j'étais arrivée là parce que justement, je postais un peu sur LinkedIn et il y avait la section était plus très active en Bretagne. Et du coup, il y avait Nathan Haynes, alors je sais pas s'il nous écoute, coucou Nathan, qui m'avait contacté pour me dire que je pouvais potentiellement m'engager, etc. Donc, je suis restée 1 an en secrétaire et après, je suis passée présidente l'année dernière. Mais là, j'ai arrêté parce que ça faisait vraiment trop de trucs. Donc, déjà, je fais énormément de choses. C'était compliqué de tout faire en même temps et à un moment, tu peux pas tout faire en même temps. Donc, il faut faire des choix. Sachant que ce qui était compliqué, c'est que, en fait, c'était une section en relance, on appelle ça. Donc, en fait, oui, c'était pas très actif les années d'avant. Et du coup, pour relancer le truc, c'est pas forcément facile. Donc, c'est une activité où je passais beaucoup de temps pour avoir peu de résultats comparé à toutes mes autres activités. Et du coup, c'était un peu frustrant. Par exemple, tu vois, on a fait un événement qui s'appelle le DEC Install en partenariat avec la région Normandie. L'idée, c'est de réunir des experts comptables stagiaires et des experts comptables diplômés. Donc, certains sont entreprises, certains ont monté leur cabinet ex nihilo, donc c'est-à-dire où tu pars de zéro. Certains se sont associés, etc. pour un peu parler de qu'est-ce que tu fais après le diplôme, parce que souvent on voit le DEC et en fait, sauf que t'as pas mal de gens qui, une fois qu'ils ont le DEC, ils font maintenant qu'est-ce que je fais? En fait, j'avais juste pas réfléchi à l'après et du coup c'était ça un peu l'idée et tu vois j'avais appelé genre 50 personnes quoi pour essayer de les faire venir à l'événement et j'en avais genre eu une qui avait répondu qui était ok donc en fait quand tu passes autant de temps pour avoir peu de résultats et que dans tes autres activités tu passes moins de temps et que t'as plus de résultats c'était un peu frustrant et du coup je me suis dit j'arrête cette année. La commission attractivité c'était justement dans ce cadre-là vu que j'étais présidente de l'annexe où j'avais une place à la commission attractivité de l'Ordre Bretagne. Donc en gros, c'était une commission qui se réunit à peu près tous les 2 mois pour parler justement des actions qui sont faites par l'Ordre pour l'attractivité. Donc là, notamment, on avait discuté sur la campagne de communication que l'Ordre a sortie. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en gros, ouais, c'est souvent c'est bleu rayé blanc pour rappeler la marinière. Et puis avec en gros l'idée c'était de faire un jeu de mots entre expert et d'autres mots. Donc il y a je sais plus expert formant, expertinent, expert. Voilà, vous avez compris le truc. Là où on retrouve d'ailleurs Nathan. Je crois qu'il est sur des affiches de la campagne. Non, je crois que c'est des commissaires aux comptes, ça. Ça doit être les commissaires aux comptes et c'est peut-être le national, je pense, il me semble. Okay. Mais oui, Nathan, il est sur des campagnes. Mais du coup, de ce que tu nous as dit, donc tu nous as parlé de soif d'apprendre, de curiosité, t'es dans l'associatif. Bientôt le DEC, le blog, boîte comptable, ton livre. Mais du coup, c'est quoi la prochaine étape? Je sais que pour les gens qui écoutent, c'est insupportable de dire ça, mais prochaine étape, de base, ça devait être en septembre, mais ça sera en octobre, je pense, et vous verrez. Vous verrez, mais on a trouvé le nom, parce qu'on est plusieurs, on a trouvé le nom hier, donc c'est tout chaud, tout prêt, et quand tu trouves le nom, déjà, ça rend le truc plus concret, donc je peux pas trop en dire, mais en gros, comme vous l'avez compris, j'ai plein de projets genre perso en tant que Julie, sauf que le problème, c'est que quand t'as plein d'idées, que t'as envie de faire plein de trucs, à un moment, en fait, tu peux pas tout faire toute seule, parce que il n'empêche que ton temps, en fait, j'ai le même temps que quelqu'un qui ne fait pas tout ça, c'est un peu compliqué, et c'est un peu bateau, mais une sorte de rencontre et de feeling et tout. J'avais déjà eu potentiellement une opportunité de m'associer avec des personnes pour un projet. D'ailleurs, quand j'étais dans mon cabinet à Paris,
Donc c'était à peu près il y a 1 an, mais ça s'était pas fait pour plusieurs raisons. Et au final, là, je pense qu'on a trouvé les bonnes personnes pour faire un projet. Donc pareil, on va dire que c'est pour les étudiants de la filière, etc. Et on est 4 sur le projet et ça va être cool. Je peux pas trop en dire, mais je sais pas. En vrai, je sais pas si c'est plus gros ou pareil que le livre, mais en tout cas, c'est un gros truc. Donc soyez au rendez-vous. Ok. Merci pour ce petit teaser. Et du coup, maintenant, on peut parler de ton livre. Oui, si tu veux. Donc déjà merci beaucoup de nous l'avoir envoyé. J'ai commencé à le lire. J'aime beaucoup du coup j'ai lu la première partie et j'aime beaucoup cette Une question sur l'état d'esprit. C'est ça. Et je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis et je trouve ça hyper important que tu abordes ce thème-là dans ton livre parce que c'est vrai que la façon l'état d'esprit dans lequel on est quand on aborde des projets ou quel que soit notre projet, que ce soit perso ou professionnel, ça va beaucoup jouer sur notre motivation, sur notre réussite, sur nos résultats. Et pourquoi toi c'était important de parler de ça dans ton livre? Bah justement, ça rejoint un peu tout ce que je vous ai partagé, mes anecdotes et tout, où je me suis rendu compte que en fait j'ai des barrières qui sont tombées au fur et à mesure et qu'en fait souvent c'est bateau mais on se met nos propres barrières et même si on le dit, c'est bien de l'expérimenter et de se dire là aujourd'hui si vous m'écoutez et que vous vous dites non je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, essayez en fait de commencer par quelque chose qui est plus petit, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est un truc, c'est un exemple caricatural que je vais dire, mais je sais pas cuisiner, tu vois, mais en fait cuisiner, je veux dire, pas forcément besoin d'être un génie pour cuisiner, tu apprends en fait, tu testes et en fait vu que c'est un truc où tu prends pas trop de risques, a priori au pire c'est pas bon et tu le manges pas et tu vois c'est pas grave, mais de tester, d'expérimenter et au fur et à mesure vous avez des barrières qui vont tomber. Et oui, je pense que c'est super important l'état d'esprit, c'est pour ça que ça me tenait vachement à cœur de parler de ça. On en a parlé aussi tout au long de cette interview, mais je pense que ça peut vraiment changer les choses et changer ta vie. Et même, du coup, je me faisais la réflexion récemment où je me dis, mais en fait, du coup, le DCG en 1 an, d'avoir pris cette décision, ça a changé ma vie littéralement parce que ça se trouve, j'aurais pas fait le blog et du coup, ma vie, elle serait pas du tout la même que celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça veut pas dire qu'elle serait moins bien, elle serait juste différente. Mais des fois, vous avez une décision qui peut tout changer, ou je sais pas, vous vous engagez dans une asso et vous rencontrez votre conjoint, ou je sais pas, ou vous décrochez un taf, et au final, vous allez passer associé, j'en sais rien. Mais en fait, des fois, des petites choses, ça peut changer beaucoup, et notamment dans les diplômes, et pas que dans les diplômes. Donc, ouais, ça me tenait à cœur de parler de ça, sachant que je vais apporter des petites précisions, parce que je sais que souvent, je suis pas forcément d'accord. On n'est pas au total désaccord, mais avec les personnes, quand on parle de chance, parce que oui, c'est vrai, du coup, dans mon livre, je dis, en gros, il n'y a pas de chance. Donc, en fait, ça veut pas dire que il y a forcément une part de chance, en fait, dans la vie. Peu importe, t'as une part, en tout cas, de hasard. Et en fait, c'est juste que je me dis, est-ce que t'as le choix entre dire, tu peux rien y faire et c'est que du hasard et tu peux rien changer, ou le fait de dire, non, en fait, tu peux changer les choses. Alors, il y a peut-être un juste milieu de se dire, c'est un peu les deux. Mais en fait, je préfère dire aux gens, vous pouvez changer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et que, du coup, les personnes vont mettre en place des actions pour faire ça, plutôt que de se dire, en fait, non, mais toi, de toute façon, t'as eu de la chance, donc voilà, c'est normal, et d'être fataliste. Parce que, in fine, le fait de dire aux gens, vous pouvez changer, ça va avoir de meilleures répercussions que si on ne disait pas. En fait, par exemple, je prends un exemple, c'est sur les diplômes et tout, c'est pas forcément le meilleur exemple du monde, mais c'est pour illustrer un peu. C'est quelqu'un qui a 4 de moyenne, je sais pas, en compta, et il se dit, non, je suis nul en compta, j'y arrive pas et tout, non, en fait, c'est pas ma matière, j'y arriverai jamais. S'il dit ça, le jour de l'examen, il aura certainement encore 4, ou peut-être qu'il aura 6, incroyable, mais il va pas exceller. Alors que, en fait, si tu dis, non, en fait, tu peux apprendre, tu peux, et que le mec, il se met à viser 20, il aura peut-être pas 20, tu vois, il aura peut-être 12 ou il aura 13, mais ce sera toujours mieux que 4, en fait. Donc, en fait, c'est plus dans cet esprit-là. C'est pas je dis pas qu'il y a pas de chance, etc. Je dis que il faut partir du principe qu'il y en a pas forcément, même si on sait tous qu'il y en a, ou du hasard du moins. Et donc, c'est le message que je préfère faire passer. Ça veut pas dire que je nie qu'il y a de la chance et voilà, on peut absolument tout changer, et que moi, demain, si je veux, je peux être astronaute. Non, je pourrais jamais être astronaute, mais en même temps, j'ai pas forcément envie de l'être, mais c'est pas grave. Mais c'est plus de dire on peut changer les choses. Ouais, et du coup, en fait, si on comprend bien ton discours, nos seules limites, si on oublie cette part de hasard, nos seules limites, c'est nous-mêmes. Moi, je trouve que c'est bien d'en avoir conscience, parce qu'il y a des choses qu'on serait pas capable de faire, qu'on pense ne pas être capable de faire, alors qu'en fait, tant qu'on n'a pas essayé, on sait pas. Et puis, même là, notamment, je me dis, tu vois, par exemple, pour mon mémoire de DEC, souvent, en fait, quand tu fais des mémoires, tu dois interviewer des personnes, etc. Mais moi, en fait, vu que j'ai déjà interviewé plein de gens et tout, je suis en mode,
tu envoies un message sur LinkedIn, voilà, enfin, genre ça se fait. Alors que je pense qu'il y a des personnes qu'en fait, quand t'as jamais fait, tu te dis, oh là là, mais comment je vais faire? Faut que je trouve des personnes à interviewer et tout. Mais en fait, ajoute les gens sur LinkedIn, envoie-leur un message, au pire, ils te répondent pas, tu vois. Enfin, et puis, c'est rien de compliqué de poser des questions à quelqu'un. C'est vraiment, ouais. C'est totalement ça, le plus. Enfin, en fait, faut oser. Et... Bon, c'est facile à dire. C'est vrai qu'avec l'expérience, ça devient plus évident. Mais envoyer un message sur LinkedIn, comme tu dis, c'est accessible et abordable à tout le monde. Et au pire, la personne, elle te répond pas. Et c'est ça aussi, je crois que j'en parle dans le livre, le fait de se concentrer plus sur le processus que sur le résultat. Donc là, par exemple, je suis en plein dedans en ce moment parce que j'essaie juste de Enfin, forcément, quand t'as des activités sur les réseaux et tout, des fois, t'as une certaine pression de te dire, ah, j'ai pas fait beaucoup de likes, voilà. Mais en fait, de se détacher de ça et de se dire, ok, enfin, je publie 3 fois par semaine et en mode, bah, moi, j'ai fait mon taf, genre, j'ai publié, j'ai truc. Et après, si ça marche ou pas, genre, au final, c'est pas très grave. Et là, c'est un peu pareil, tu vois, de se dire, bah, par exemple, j'ai besoin d'interviewer des gens pour mon mémoire de deck et tout. Bah, en fait, pour faire ça, il faut que je fasse quoi? Faut que je contacte des gens, donc je peux les ajouter sur LinkedIn, je peux leur envoyer un message. Et en fait, s'ils me répondent, pas se dire, par exemple, oh là là, ça fait une semaine, la personne, elle m'a pas répondu, qu'est-ce qu'elle va penser de moi et tout. En fait, tu lui as envoyé un message, t'as fait ton taf, entre guillemets, la personne, elle répond ou elle répond pas. Toi, tu peux pas contrôler ça et de pas projeter, de se dire, oh, qu'est-ce que la personne, elle va penser que X ou Y, alors qu'en fait, la personne, elle va peut-être rien penser, ça se trouve, elle va jamais sur LinkedIn, elle a même pas vu que tu lui avais envoyé une invitation, ou elle a vu, elle a oublié de répondre, ou ça se trouve, elle va répondre après, ou truc, ou bidule, ou chouette, et de pas se dire, oh là là, qu'est-ce que les autres vont penser, tout ça. T'as envoyé un message et sur les 20 que t'as envoyé, t'auras peut-être 5 réponses et ça sera déjà très bien. J'ai un mémoire, du coup, pour que tout le monde soit au courant, je suis en master CCA, j'ai un mémoire à rédiger. Mon sujet de mémoire, c'est la semaine de 4 jours, entreprise cabinet. Super intéressant. J'ai vu sur un de tes derniers posts que dans ton livre, j'ai lu que tu travaillais sur 4 jours. Ah oui, alors en fait, quand j'ai fini d'écrire le livre, j'étais déjà dans mon cabinet actuel et du coup on avait parlé de la semaine de 4 jours, mais c'est pas encore mis en place. Mais oui, je pense que en vrai, je vois de plus en plus de cabinets qui le font et t'as toujours des personnes qui disent mais non, c'est impossible, etc. Mais en fait, bah voilà, l'état d'esprit, le truc, pourquoi ça serait impossible? Enfin, je veux dire, voilà, je vais reprendre l'exemple de l'astronaute, mais on ne dit pas d'envoyer tes collabs sur la Lune, tu vois, on demande juste de mettre les mêmes heures sur moins de temps, en sachant que ça choquerait personne de se dire, par exemple, on fait 35 heures sur 6 jours, bah ok, c'est possible, tu vois. Enfin, en soi, c'est pas impossible, donc pourquoi le raccourcir? Ça serait impossible. Justement, je cherche s'il y a des experts comptables qui ont mis en place ça dans leur cabinet. Je cherche des personnes pour les interviewer un peu sur ça, parce que pour montrer que justement c'est possible et que. Et ouais, bah je pense qu'en vrai, après ça dépend des gens, tu vois, parce que faut pas non plus. Tu peux avoir des cabinets qui veulent le mettre en place et en fait qui vont. Enfin, le plus important c'est d'en parler avec les collaborateurs, tout ça, et parce qu'en fait des fois t'as des gens qui vont dire bah non, moi je veux pas avoir la semaine de 4 jours parce que ça m'arrange pas, etc. Ce que je peux comprendre parce que on n'a pas tous les mêmes contraintes, tu vois. Par exemple, typiquement, bah moi j'ai pas d'enfants, bah quelqu'un qui a des enfants et qui dans tous les cas va devoir aller chercher ses enfants à l'école, qui s'est fait sa routine, son truc de se dire bah ok, je quitte le travail à telle heure, après on va chercher les enfants, après on fait ça, bah en fait c'est pas pareil que quelqu'un par exemple comme moi qui a pas d'enfants, et du coup bah faire les mêmes heures mais sur moins de jours et finir plus tard. Bah en fait moi je préférerais, mais parce que on n'a pas forcément les mêmes les mêmes projets, on n'a pas forcément la même vie personnelle, donc du coup je pense que ça dépend vraiment des gens, et donc c'est ça qui est compliqué, c'est que t'as des gens qui vont être en mode ah trop bien, et t'as des gens qui vont être en mode bah non, j'ai pas envie de le faire, et du coup faire des disparités dans le cabinet, comment tu t'organises au niveau des plannings, des trucs et tout. Je pense que en vrai c'est pas simple, mais du coup c'est un bon sujet parce qu'il est pas simple, il est complexe, donc moi j'aime bien les sujets comme ça. C'est ça. Bah, nous aussi, ça nous inspire beaucoup. On voit que ça marche dans énormément d'entreprises, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Après, en effet, tu as raison, il faut vraiment consulter l'équipe et pas le faire juste parce qu'on a entendu dire que c'était bien, et vraiment de travailler la chose. Et tu disais que tu étais à la recherche de personnes, d'experts comptables qui avaient mis ça en place dans leur cabinet. Du coup, moi, j'ai commencé à faire mes recherches pour mon sujet de mémoire. Donc, je pourrais t'envoyer une petite liste d'experts comptables qui expérimentent l'expérience, si tu veux. Trop bien. Écoute, on a vu un peu tout ton parcours. Donc, aujourd'hui, tu es encore en cabinet et en même temps, tu fais tous ces projets. Tu as sûrement des bonnes pratiques à nous partager sur l'organisation, comment tu gères ton temps, parce que en
En effet, moi j'aime bien dire qu'on a tous le même temps. Donc quelqu'un qui dit j'ai pas le temps, en fait c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu choisis là où tu mets ton temps. Et du coup, comment toi tu gères tout ça au quotidien? Bah, c'est ça, mais je pense qu'on se rejoint. T'avais dû voir aussi, j'avais fait un post il y a quelques temps pour dire, enfin, après c'est un peu, voilà, toujours, je déteste les personnes qui disent j'ai pas le temps. Je vous déteste pas, hein. C'est humain de dire ça, mais n'empêche que pareil dans les histoires de l'état d'esprit et tout, c'est de se dire, il y a des trucs qu'on peut pas contrôler, on est d'accord, mais souvent on dit c'est toujours la faute des autres. Et là en l'occurrence c'est j'ai pas le temps, donc c'est pas de ma, entre guillemets, c'est pas de ma responsabilité. C'est juste que j'ai pas le temps de faire ça, mais par contre je passe tous les soirs 3 heures sur mon téléphone à regarder des TikTok, tu vois. Enfin en fait, mais en fait tu peux être ok avec ça, tu vois. Moi aussi, enfin des fois je scrolle sur Instagram ou sur LinkedIn ou je regarde des vidéos YouTube, mais c'est juste que je sais que je suis en train de faire ça et j'assume que bah oui j'ai fait ça alors que j'avais autre chose à faire peut-être et du coup j'assume que bah oui des fois j'ai la flemme et tu vois genre comme tout le monde c'est normal. Contrairement à plein de personnes, je pense, enfin surtout les experts comptables, on dit bon bah la semaine en vrai ça se ressemble pas d'une semaine sur l'autre, c'est complètement différent. Bah moi c'est pas complètement différent parce que bah, déjà j'ai une bonne partie de mon temps qui est prise par le taf, mais mes jours et mes semaines se ressemblent et ça passe très vite d'ailleurs, mais c'est pour ça que en fait faire plus confiance au process et en fait plus me dire bah tu vois par exemple je publie 3 fois par semaine sur LinkedIn, je fais un épisode de podcast par semaine, là j'essaie de reprendre les articles de blog, d'en faire un par semaine, enfin en fait d'être plus dans cette optique de je produis et en fait après bon j'en ferai de la promotion etc. Moi je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire entre guillemets, donc personne n'ose intéresser de d'aller voir ce que je fais, mais en gros oui j'ai un programme bien chargé parce que comme je le disais en gros chaque semaine c'est quoi mes contraintes entre guillemets, bah j'ai le cabinet, je fais pas d'heures sup, j'ai donc un épisode de podcast par semaine qu'il faut aussi que j'en fasse la promotion etc, donc je fais une petite vidéo à chaque fois, un extrait, j'ai 3 posts par semaine sur LinkedIn, j'ai une newsletter le dimanche, je crois que c'est à peu près tout mais c'est déjà pas mal. Et du coup comment si je raconte un peu comment ça se passe mes journées. Alors, moi, je suis pas de la team morning routine et je me lève à 6 heures. Je suis plutôt de la team je me lève à 9 heures et j'arrive au cab à 9h30. Donc après, c'est une chance que j'ai. Je la remercie pour ça, pour aussi la flexibilité et tout. Parce que je sais que c'est pas forcément partout pareil. Donc, aussi bien choisir son cabinet. Mais moi, oui, je suis plutôt la team, je me lève à 9 heures, je mets la musique à fond, je me prépare en 10 minutes, je prends mon vélo, j'arrive à 9h30. Donc, contrairement à beaucoup de gens où, en fait, la plupart des gens je pense quand ils arrivent au boulot, ça fait genre 1h, 1h30, 2h qu'ils sont levés, tu vois, surtout quand t'as des enfants, tu dois te lever ultra tôt. Moi, c'est genre, je viens de sortir du lit, quoi, genre direct dans l'action, genre il n'y a pas de temps à perdre, tu vois. Donc du coup, je taffe, bah des fois, forcément, ça m'arrive des fois le midi de faire des trucs, genre de répondre à des mails, à des messages et tout. Ça, c'est quelque chose qui me frustre un peu, c'est qu'en fait, je reçois beaucoup de messages, tout ça, et du coup, des fois, je peux pas, non, je prends pas aussi le temps de répondre à tout le monde, mais du coup, je sais que c'est pas top, mais des fois, en fait, j'essaie de penser à moi aussi et de me dire parce qu'en fait sinon je ferais que ça de la journée, de répondre à des mails, à des messages et du coup je m'excuse encore s'il y a des gens à qui j'ai pas répondu, mais n'hésitez pas à me relancer. Enfin en fait souvent, surtout quand c'est des messages longs, en fait, du coup, justement, vu que je me dis à la personne, elle a pris le temps d'écrire et tout, je me dis, bon, bah, faut vraiment que je me pose pour écrire, pour répondre. Et au final, souvent, ces messages-là où je finis par ne pas répondre parce qu'en fait, j'ai zappé et je pense à d'autres trucs et voilà, et j'ai d'autres messages qui arrivent et des trucs. Mais n'hésitez pas à me relancer si je ne réponds pas à vos messages. J'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Donc, le midi, ouais, ça m'arrive de faire quelques trucs. Donc, après, bah, après-midi, je taffe. Et après, donc, je finis plus tard, du coup, mais parce que je commence plus tard. Donc, c'est un choix aussi. Enfin, moi, du coup, je suis plus à travailler le soir que le matin. Donc, on va dire que je finis à 18h30. Donc, le temps de rentrer chez moi, tout ça, machin. Me poser doit être 19h. Donc, le mardi et le jeudi, je vais à la salle, genre à 20h. Donc, du coup, de 18 à 19, j'essaye de faire, je sais pas, d'avancer sur tout ce que j'ai à faire et j'ai beaucoup de choses à faire. Et après, je vais à la salle, du coup, le mardi et le jeudi. Là, par exemple, hier, j'y étais et j'y vais avec un ami. On y va genre à 20h, comme ça, il y a moins de monde. C'est un peu les nocturnes. Et donc là, par exemple, hier, je suis rentrée genre à 22h45 ou 23h. Et après, par exemple, je prends hier, j'ai mangé et après, j'ai regardé un petit épisode de Conan. Pour ceux qui connaissent un animé, j'aime bien les films policiers. Donc, on regarde ça et après, je dors et après, voilà, la journée recommence. Donc, voilà, c'est assez sport mais en même temps, c'est ce que j'aime aussi. Et le week-end, en général, je fais tout ce qui est podcast, enfin, publier l'épisode de podcast. Alors, on peut les programmer beaucoup en avance, mais moi, je suis plutôt de la team. Je fais, en fait, genre, c'est bête, mais
Genre, j'ai une routine quand même et tout. Mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire que je suis obligée d'être tout le temps genre, ok, ah oui, il y a ça à faire demain. La plupart du temps, même si j'ai des idées de posting de trucs, c'est genre, oh là là, putain, faut que je poste demain, je sais pas encore ce que je vais poster. Et du coup, genre, il est 23h, je suis en mode, qu'est-ce que je vais prendre? Ok, vas-y, je fais ça, je fais vite fait. Et en fait, c'est ça aussi, c'est le fait de se dire fait est mieux que parfait, où en fait je vais pas genre passer 3 heures à faire un truc. Même là, je me dis, je relis des articles de blog des fois que j'ai écrits au tout début parce que forcément c'est le tout début et tout. Et je me dis en vrai ils sont pas très bien écrits ou trucs, ou comme je disais, où je me relis pas. Des fois il y a des grosses fautes, ou je sais pas, il y a une lettre qui est comme ça, genre je sais pas pourquoi, ou la phrase est pas finie, ou tu vois, je me dis genre en vrai c'est pas ouf, mais en fait dans le process de genre ça sort, t'es trop dans le contrôle de regarder à chaque fois que tout soit parfait et tout. Bah, en final les trucs ça sort pas, et je peux pas, même tu vois par exemple pour les épisodes de podcast, bah donc comment je m'organise ça pour ça, parce que spoiler alert, je ne tourne pas toutes les semaines un épisode de podcast. Bah en fait je prends, bah là tu vois par exemple il y a 2 semaines j'ai pris une semaine de congé où j'ai été à Paris, et du coup je tourne, genre je book toutes les interviews, donc j'en ai tourné genre 6, et du coup j'en ai d'avance, et du coup chaque semaine au final ça me prend pas tant de temps que ça, parce que je fais pas le montage, j'ai délégué à un freelance, donc en fait j'ai juste à télécharger le truc, à le mettre, à faire la vignette, le truc, donc au final ça me prend genre 1 heure par semaine au quotidien, parce que j'ai pas le tournage. Mais par exemple je ne réécoute pas l'épisode après qu'il soit monté, parce que aussi moi c'est l'idée du podcast, c'est que ça soit naturel, qu'il n'y ait pas trop de montage, de pas forcément garder les meilleurs moments, parce que bah, les meilleurs moments pour moi sont pas forcément les meilleurs moments pour quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, je sais pas, un expert comptable, le moment où on explique ce que c'est une période fiscale, je pense que ça va pas ultra l'intéresser. Par contre, quelqu'un qui est en DCG, ah mais c'est quoi la période fiscale? Je connaissais pas, tu vois. Donc en fait, ce qui est intéressant pour quelqu'un peut ne pas être intéressant pour l'autre, et vice versa. En général, il y a pas on dit pas de grosses bêtises, de trucs. Il y a peut-être des fois des passages où la personne me dit bah ça, est-ce que tu pourrais couper, etc. Mais c'est assez rare, et donc ce qui fait que souvent en fait j'écoute l'épisode de podcast, il sort, je l'ai même pas réécouté, je le réécoute peut-être dans la semaine, mais après ceux qui l'écoutent direct à la sortie le dimanche ou le lundi, parce qu'en fait si j'écoutais, déjà je tourne le truc, si je réécoutais avant montage, après montage, et ça serait bien, hein, mais si on revient au fait que je gère 50 000 trucs à la fois, en fait je ne peux pas faire ça, je n'ai littéralement pas le temps, et en même temps j'ai pas trop l'envie, tu vois, je suis plus en mode bah je fais confiance, au pire s'il y a un passage qui bug un peu, ou bah en fait tant pis, mais le temps que ça va me prendre déjà je vais voir ça va me saouler, je vais pas faire mes autres trucs, je vais me concentrer sur résoudre ça qui est peut-être 5 secondes que les gens vont même pas capter. Enfin, en fait, c'est plus d'être dans la logique de on y va et on fait les choses, et voilà. Et du coup, le week-end, oui, souvent le samedi, du coup, je bosse entre guillemets, même si pour moi c'est pas bosser, mais bah, je m'occupe de tout ça, et c'est pas rare même que j'ai mis mon réveil le dimanche à 9h pour publier l'épisode de podcast, parce que j'ai eu la flemme de le faire le samedi, sauf que je sais qu'il y a des gens qui attendent l'épisode, donc je ne veux pas. Tu vois, je me mets à la place des gens, je me dis c'est trop frustrant. Moi, si j'ai, admettons, un podcast que j'aime bien, ou un youtubeur, ou quoi qu'est-ce, où t'as la routine de te dire le dimanche matin, ah bah je me lève, après je prends un petit café, truc, j'écoute l'épisode, ou je vais marcher ou truc, et de me dire putain mais il y a pas d'épisode quoi. Enfin en fait ça me saoulerait trop, et du coup je me dis je peux pas leur faire ça, tu vois. Donc même si je suis fatiguée, truc, vas-y, je vais pas faire de grasse mat, je vais mettre mon réveil à 9h, je vais publier l'épisode pour qu'il soit là à 10h, pour que les gens qui l'attendent ils soient là, et après limite je vais retourner me coucher. Mais j'aurais bien aimé, j'ai essayé en vrai de faire le dimanche où je ne bosse pas, enfin, entre guillemets où je bosse pas, et je fais tout le samedi, mais en vrai mes vieux démons je suis pas très organisée en vrai. Enfin après j'ai beaucoup de trucs à faire aussi. Mes vieux démons font que bah du coup des fois au final j'ai la flemme le samedi, sauf que bah du coup vu qu'il faut que ça sorte, je vais pas me dire bah non le dimanche je vais rien faire, faut que je sorte au moins mon podcast et ma newsletter le week-end. Donc en vrai je travaille un peu tout le temps, un peu jamais aussi, parce que bah en fait pour moi, comme tu disais Audrey, c'est pas vraiment du travail en fait, c'est un plaisir pour moi de faire ça. Donc voilà. Et même au niveau vacances, tu vois, j'aimerais bien prendre des vraies vacances cette année, parce que depuis 3 ans, genre j'ai pas pris de vraies vacances, parce que mes vacances où je passais mon DCG, bah j'ai fait que réviser, pour avoir mon DCG. Et bah mes vacances / ma pause de cabinet, bah j'ai écrit un livre, j'ai fait mon podcast et tout, et en vrai il y a jamais, enfin c'est rare qu'il y ait un jour où genre je touche absolument à rien et tout, mais c'est aussi parce que j'ai envie de le faire. Mais du coup je me dis que ce serait bien, tu vois, que je déconnecte un peu, genre je sais pas, une semaine entière ou quoi, mais je me dis mais une semaine, mais c'est énorme, genre déjà 2 jours. Ça me paraît le bout du monde, quoi, mais je suis en mode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, tu vois. Enfin, c'est tellement dans mon quotidien que c'est compliqué pour moi même d'imaginer, de me dire, genre, pendant une semaine, enfin, quand je dis tu fais rien, c'est genre, t'es en vacances, comme 90% des gens, en fait. Mais je pense que c'est un peu un truc d'entrepreneur. T'as peut-être ça aussi, Audrey? Oui, clairement, on bosse aussi souvent le soir, le week-end, mais comme tu dis,
tu considères pas que c'est du travail quand c'est ta passion. Alors je dis pas que mon travail me passionne tous les jours, il y a plein de trucs que je fais qui sont pas ce que j'aurais envie de faire, mais bon, il faut le faire. Mais il y a aussi quand même une grande partie que j'adore. Et ça revient un petit peu à ce que tu disais sur la chance. En fait, il y a qu'un seul endroit où la chance arrive avant le travail et c'est dans le dictionnaire. Et j'adore cette phrase parce qu'elle explique bien l'entrepreneuriat. Quand on voit des entrepreneurs qui ont réussi à faire des choses et on se dit ah oui, moi aussi j'avais eu cette idée, j'aurais pu le faire. Bah oui, tu l'as pas fait. Fais-le. Tu l'as pas fait et fais-le. C'est ça qui est intéressant et je pense que c'est important de montrer qu'il y a quand même du travail et que si on travaille, à un moment donné, on y arrive. Ouais, mais c'est ça, en fait, le plus difficile, c'est pas d'avoir les idées. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des idées, mais le plus difficile, c'est de le faire concrètement, comment on fait. Et pour ça, je remercie encore, mais mon conjoint, forcément, il m'a beaucoup aidé parce que lui, il est dans le marketing. Et donc, vu ce que je fais aujourd'hui avec être sur LinkedIn, avoir un site internet, avoir un podcast et tout, forcément, du coup, j'ai eu cette chance-là que tout le monde n'a pas. Enfin, j'aurais pu avoir quelqu'un d'autre qui aurait eu le DCG en un an et tout. Et si t'as pas ces connaissances-là, enfin, pour faire que ça perce autant, tu vois, il faut quand même. Ouais, mais c'est pas de la chance, c'est toi qui t'es inscrite sur l'appli de rencontre. Oui, c'est ça, c'est pas de la chance. Non, mais et même si on revient au côté entrepreneur, je pense ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que dans les études en général et même dans notre cursus, on nous parle pas trop de entrepreneur. Tu vois, quand on dit tu veux faire quel métier plus tard, à aucun moment si tu dis chef d'entreprise. Après, je pense que je sais pas s'il y a des gens qui se disent je veux être chef d'entreprise, tu vois. À aucun moment c'est une possibilité en fait. On te dit par exemple, je sais pas, tu veux être vétérinaire, tu veux être expert comptable. Et même dans notre cursus, en fait, on nous dit pas genre ouais mais expert comptable en général, donc ça dépend si tu veux un entreprise ou quoi, t'es chef d'entreprise. Et en fait, à aucun moment, on nous dit, quand t'es expert comptable, t'es chef d'entreprise. Et du coup, tu le conscientises même pas. Et en fait, tu vas aider d'autres chefs d'entreprise. Et c'est ça que je trouve ça dommage qu'on nous fasse pas plus la promotion un peu de ce que c'est être entrepreneur et qu'est-ce que ça implique. Et oui, comme tu dis, genre, la 90%, c'est, ou 80-20, si on prend la règle de Pareto, 80% du temps, c'est du kiff et 20% du temps, c'est un peu du relou et c'est un choix aussi de vie. Et, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que quand je me dis, au final, tu vois, enfin, pour moi, je suis entrepreneur et je sais même pas trop comment j'ai fait pour, comment je faisais pour ne pas avoir plein de projets et tout, parce que c'est en moi, mais du coup, c'est tellement en moi que c'est frustrant parce que j'ai plein d'idées, mais que comme je disais, j'ai pas le temps de tout faire et que justement, qui fait qu'aujourd'hui, plus les projets que je fais, c'est avec plusieurs personnes parce que ça permet aussi forcément de diluer la charge de travail, etc. Et en fait, ce qui est marrant, et je pense que c'est un conseil, ça, à donner aux gens qui nous écoutent, de réfléchir un peu à qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits, tu vois, ils aimaient faire quoi. Bon, moi, du coup, j'étais très animaux, etc. Donc, au final, ça n'a rien à voir. Mais aussi, quand j'étais une geek, je jouais tout le temps. En fait, les jeux auxquels je jouais, c'était tout le temps des jeux de gestion. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, genre jeux.fr et tout. Moi, j'allais tout le temps dans le truc jeu de gestion. Et en fait, mais je prenais que des jeux, genre gérer une ferme, gérer un hôtel, gérer un restaurant, gérer un spa, les trucs de gestion du temps où t'avais des objectifs, où après tu choisissais, genre t'avais des points, tu devais améliorer tel ou tel truc. Mais moi, je passais mes journées à faire ça. Enfin, j'avais pas capté, mais en fait, c'est gérer une entreprise, en fait, c'est être entrepreneur. Mais en fait, quand tu joues, genre, tu t'en rends pas compte. Ou tu sais, t'as plein de, je sais pas, des gens, mais bien le dessin, bon voilà, après ils deviennent dessinateurs, bon c'est un peu cliché, mais tu vois, des fois, fondamentalement, qu'est-ce que t'aimais faire, genre quand t'étais petit? Et par exemple, sur un jeu notamment de ferme où j'ai joué genre pendant 10 ans, j'étais tout le temps sur le forum, je répondais tout le temps aux questions des gens, donc j'avais déjà ce truc de vouloir aider les gens, de répondre à leurs questions, de partager. En fait, c'est un peu ce que je fais, et tu vois, le côté geek, je suis quand même pas mal avec les écrans, et le côté gérer une entreprise que je faisais en virtuel, mais mais j'adorais ça, tu vois, et même je refaisais 10 fois le même jeu pour recommencer au début, pour refaire une autre partie et tout, alors que c'était fondamentalement, il allait se passer la même chose, j'allais devoir faire les mêmes choix, entre guillemets, d'investissement, est-ce que je prends un serveur en plus, ou est-ce que j'améliore la machine pour qu'elle aille plus vite, ou des trucs comme ça. Et en fait, quand je me fais la réflexion, je me dis, mais genre, c'était devant mon nez, tu vois, mais sauf qu'à aucun moment on te dit, non, il n'y a pas quelqu'un qui veut être entrepreneur. Genre, c'est quoi entrepreneur? C'est pas un métier. Oui, clairement. Et j'ai envie de dire aussi, c'est pas parce qu'on est salarié qu'on peut pas être entrepreneur. Et notamment, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Et je trouve que ça, on en parle encore moins. Quand tu es salarié, en fait, tu peux mener des projets, que ce soit au sein d'un cabinet, au sein d'une entreprise. Tu peux être force de proposition. Et il faut pas se mettre de barrière là-dessus. Enfin, je pense que chez nous, on a une intrapreneure de qualité qui est Judy. Et si tu veux nous raconter rapidement ce que tu fais comme projet chez nous, c'est vraiment de l'intrapreneuriat, quoi. Oui, avec plaisir. Du coup, chez La Maconta, déjà, on a une politique qui fait que le but, c'est que tout le monde soit heureux au travail.
et donc d'avoir la liberté de s'exprimer sur certains projets. C'est pourquoi je suis aujourd'hui j'échange avec vous sur le podcast. À la base, je suis dans des études de compta, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage, je suis assez curieuse comme toi, Julie, donc ça prend énormément de sens. On essaie d'être actif sur les réseaux. On a des vidéos TikTok. Pareil, là, on me laisse m'exprimer. Bon, bien sûr, je suis accompagnée parce que moi, j'ai, on va dire un peu la créativité, mais surtout ce qui est gestion, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut prévoir, le matériel, tout ça, je suis pas calée, donc c'est du travail d'équipe. Mais j'ai cette liberté-là. Pareil. Faire des posts LinkedIn, travailler sur des projets qui arriveront aussi bientôt. Petit teasing pour les étudiants, on vous prépare quelque chose. Et puis oui, non, enfin, après il y a des projets perso aussi, mais déjà rien qu'au travail, quand tu peux faire d'autres choses, ça déjà rien que pour la culture d'entreprise, c'est cool parce que ça permet aux gens de rester là où ils sont bien et puis d'avoir des collaborateurs épanouis. Donc. D'ailleurs, ça me fait penser à un épisode qui est sorti, l'épisode avec Mélissa Demandre qui est sorti cette semaine et la semaine dernière, où justement il y a un passage où elle dit en fait, je connais personne qui n'aime pas les projets. Et qu'en fait, les gens, ils font tout le temps des projets parce que s'ils ne les font pas dans leur vie pro, leur vie perso, elle est faite de projets. Tu achètes une maison, tu te maries, tu fais des enfants, tu fais des travaux, etc. Et du coup, qu'il faudrait mettre plus de projets dans les entreprises, aussi pour que les personnes puissent s'y épanouir, mais aussi, je pense qu'au niveau implication du salarié pour l'entreprise et le sentiment d'appartenance et tout, c'est ultra fort qu'il faut laisser aussi, du coup, les personnes mener à bien les projets. Mais je pense qu'aussi, ce qu'on disait, mais il y a un peu une barrière de se dire, je suis en entreprise, je fais mon taf, et c'est aussi aux managers de laisser la place, mais aussi aux collaborateurs de un peu s'imposer, de dire, j'ai envie de faire ça et comment on peut faire, etc. Exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi OK si on n'a pas envie de faire de projet plus que ça et qu'on a envie de faire son travail tous les jours, la même chose, c'est aussi OK. Il y a de la place pour tous les profils, pour tout le monde, donc c'est top. Je pense qu'on a pas mal parlé, c'était vraiment passionnant. Merci Julie. Je pense qu'on va passer à notre dernière question. Qu'est-ce que t'en penses, Judy? Oui. Déjà, merci pour l'échange. Et donc, on a cette particularité de poser la même question à tous nos invités lors des podcasts. Et donc, la question est, si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu? En fait, j'ai eu la question avant, mais je n'avais pas compris. Je pensais que c'était genre quel type de comptable tu es. Donc, j'allais répondre comptable entrepreneur. Quel type de compte je suis? Oh là là. C'est compliqué parce que, attends, je me les refais dans ma tête. Du coup, t'as les comptes 1. Enfin, non, ça peut être un compte genre 101, c'est pas une classe. Non, c'est pas une classe, un compte. Ok. Oh là là, c'est compliqué. Si j'étais un compte, oh là là, un compte. Alors je sais pas, faut un compte qui monte et qui descend parce que en mode, tu vois, quand t'es entrepreneur, t'as un peu les montagnes russes. T'as des périodes où ça va ultra bien, des périodes où ça va pas du tout bien, des périodes où c'est moyen. Donc je pense que ça va être un compte. Je dirais pas un compte 58 parce qu'il est soldé à la fin, donc c'est pas très bien. Faut que ça soit un compte qui monte et qui descend, mais quand même qui monte de plus en plus. Je ne sais pas, comme ça, je dirais genre 418. C'est ultra bizarre de répondre ça. Je crois que c'est facture à établir de clients parce que je me dis ça monte et ça descend. Genre chaque année, t'as un peu le truc où tu recommences à zéro et potentiellement t'as de nouveaux projets et du coup c'est un peu quand même client. Enfin en mode tu produis quelque chose, tu vois. Donc tu vends quelque chose. Genre t'as des nouveaux projets chaque année. Ça redémarre un peu à zéro. Peut-être un compte 418 mais avec des clôtures pas forcément annuelles, tu vois. Ouais. Genre les blagues de comptable. Genre à chaque projet, tu vois, on clôture le 418 et du coup, il y en a un nouveau qui commence. Et du coup, ça, vu que c'est en relation avec un compte 7, on va dire ça augmente. Et c'est ultra bizarre comme réponse. Et voilà, c'est des blagues de comptable. Mais Moi, j'adore ta réponse. Merci beaucoup, Julie. Je pense qu'on a terminé. Moi, j'ai hâte que tout le monde écoute cet épisode et surtout que tout le monde aille acheter ton livre parce qu'il est vraiment chouette. Je l'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu quand même pas mal de passages. Et je trouve que ça mêle bien justement la technique avec le savoir-être aussi, toutes les théories justement qui permettent de bien... Tu dis que t'es pas organisé, mais je pense que t'as quand même été chercher le savoir qui te permet de t'organiser quand même. Et donc, je recommande le livre à tout le monde. Et moi, du coup, je te remercie aussi pour le podcast. C'était hyper sympa et vraiment trop content d'avoir pu échanger de vive voix sur tous les sujets qu'on a abordés. Ça change des petits messages sur LinkedIn et tout, c'est beaucoup plus enrichissant. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt, Julie. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à nous mettre une bonne note. Ça nous fera super plaisir. Et si vous recherchez un poste en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour voir les dernières offres d'emploi.
Si vous avez des besoins sur le recrutement et la marque employeur, toute l'équipe de Lama Compta se tient à votre disposition pour vous accompagner. Nous sommes Jason et Audrey, cofondateurs de Lama Compta. À bientôt sur Génération Comptable.